Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un musicien, d'un artiste, d'un producteur, d'un mixeur, bref, un monsieur comme je les aime, qui sont un peu tout en un, et qui est donc c'est Christophe Darlot, qui est sur scène le clavier de Aldebert, que ce soit sur les tournées Enfantillage, que ce soit sur les tournées Eldebert, comme il y a eu l'année dernière. Christophe accompagne donc Aldebert depuis maintenant la fin des années 90 et donc participe à toutes ses aventures, donc que ce soit sur scène et en studio. C'est lui qui a un peu en charge la direction artistique de l'ensemble des enregistrements de Guillaume Aldebert. Ce qui m'a intéressé, donc j'ai rencontré Christophe et toute l'équipe au concert de Aldebert à Rouen en novembre ou octobre l'année dernière. Voilà, donc moi je suis rentré dans l'univers Aldebert, un peu forcément par hasard, j'allais dire, non, pas forcément, parce que j'ai des enfants en bas âge. Donc ça a été Mortel Adèle, voilà, qui a été un des pieds pour rentrer dans l'univers de Aldebert. Et puis moi aussi, parce que je suivais donc Bootsy, qui est un ingénieur du son. Je vous ai fait une interview de lui, je vous mets le lien là en plus haut. Qui a participé donc à cet album Aldebert. Et donc j'ai été très intéressé par le fait de mélanger du métal et des chansons pour enfants. Donc j'ai rencontré Christophe au Zénith de Rouen, et puis on a discuté pendant un bon moment, et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi je viens te voir dans ton studio pour voir comment tu travailles, et puis faire une petite interview. Donc c'est ce que vous allez voir, pratiquement 2 heures d'interview de Christophe. Alors ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est comme d'habitude sur les hommes de l'ombre que l'on ne voit pas au premier abord, c'est déjà de voir l'importance que peuvent avoir ces gens-là. Et ensuite, c'est tout le travail d'équipe qui est fait depuis maintenant la fin des années 90 sur le projet Aldebert, et à une époque où les musiciens s'isolent de plus en plus, deviennent des bedroom producers qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Christophe, comme moi, on est d'une autre génération où on aime travailler avec d'autres musiciens, et c'est vrai que c'est très enrichissant, c'est une bouffée un petit peu d'air frais, ou en tout cas qui nous rappelle un petit peu comment on doit faire de la musique, et pourquoi en fait ce projet Aldebert, depuis maintenant près de 25 ans, tourne, remplit des petites salles, des zéniths, voilà, et puis permet à toute une équipe de travailler, de manger, et à des fans de se retrouver dans ce projet. Donc Christophe va vous parler un petit peu de ses 25 ans condensés en 1h30, 2 heures. Et voilà, donc je suis très content d'être allé voir Christophe à Besançon. Merci encore Christophe pour ton accueil et pour tout le temps que tu as consacré à ce bibi blabla. Petit spoiler, vous aurez un deuxième bibi blabla prochainement avec Christophe sur le mixage, pour le coup là, d'un des titres de Aldebert, sur l'album Aldebert. Je me souviens plus quel titre on a choisi, mais en tout cas vous allez voir comment Christophe a mixé l'album, en tout cas sur un titre, et ce qui a été fait sur l'ensemble de l'album. Donc ça sera plus pour les geeks, ça viendra prochainement, je pense courant du mois de mars, voilà. En attendant, beaucoup d'enseignements, beaucoup de simplicité, beaucoup de leçons dans cette interview. Donc merci encore Christophe, j'espère que ça va vous plaire. Et puis donc je vous laisse avec Christophe et moi-même dans son super studio à Besançon. Avant de démarrer, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger et une formation sur la méthodologie en studio et home studio. Tout ça c'est gratuit, il vous suffit d'aller dans le descriptif, vous avez les liens, et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi faire l'acquisition de mon album Traveling, voilà, qui est disponible en vinyle, qui est disponible en CD et qui est disponible aussi en téléchargement. Tout ça c'est sur jaf.fr, c'est un moyen aussi de soutenir la chaîne complètement de façon indépendante. Voilà, je vous embrasse. Et puis, bon visionnage avec Christophe Darlot, donc de Aldebert. Bienvenue dans ce nouveau Bibi Blabla. Nous sommes ici à côté de Besançon,
Ouais. Voilà, chez Christophe. Christophe, merci de m'inviter. Salut Jeff. Merci de m'inviter chez toi, enfin Ouais. dans ton studio, Ouais. qui est chez toi. Que chez d'ailleurs. moi, oui. Voilà. Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais Christophe est l'homme au clavier en live sur Eldebert et Aldebert en général Voilà, depuis, ouf. depuis 15 ans, c'est ça? Oh, Depuis 25. quasiment le premier, 25. Voilà. Voilà. Et c'est aussi l'homme derrière la prod des albums d'Aldebert. Donc, on avait fait une petite interview en juillet dernier avec Bootsy, qui lui s'était occupé des enregistrements de batterie, notamment. Ouais, alors on était 3 réals sur cet album. D'habitude, on est 2. Il y a Hubert qui est guitariste d'Aldebert et arrangeur. Avec qui je partage les réalisations. Et là, on s'était entouré d'une 3e personne qui était le fabuleux Boots, avec sa culture métal, qui nous a bien servi pour cet album connoté métal, on va dire. Et très métal, très métal, ouais. Et qui donc nous avait raconté notamment les périples pour enregistrer Max Cavalera, enfin tous les trucs, ouais. L'arrière du décor. Moi, j'ai rencontré donc Christophe sur la tournée donc Eldebert à Rouen. Voilà, on s'est rencontrés à Rouen. Et puis on a discuté. Et puis à un moment donné, est-ce que je peux venir te voir dans ton studio, parce que moi, en tout cas, ça m'intéresse, et de savoir un petit peu, déjà comment tu travailles. Et là aujourd'hui, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ton parcours. Ouais, ok. Donc, on va commencer. Donc toi, t'es au clavier. Je suis au clavier, ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait prendre un clavier dans ta vie? Quel a été l'élément déclencheur? Alors, si mes parents voient ça, ils vont me tuer. Mais quand j'étais gamin, depuis l'âge de 4 ans, j'ai toujours écouté énormément de musique. J'adorais ça. Alors, beaucoup de musique classique. Ouais. Et quand j'étais petit, je voulais jouer du violoncelle, figure-toi. Ok. J'adorais le son du violoncelle. J'adore toujours le son du violoncelle. J'en fous partout dans les arrangements. C'est vrai qu'on l'entend bien. C'est quelque chose. C'est un instrument que j'adore. Et donc mes parents m'ont dit, bah écoute, pourquoi tu mettrais pas l'orgue? Ok. C'est vrai. Voilà, donc je me suis retrouvé à apprendre l'orgue. Alors c'est l'orgue électronique à l'époque, voilà, à l'âge de 7 ans, un truc comme ça. Ouais, donc t'as commencé tôt. J'ai commencé tôt, ouais. C'était pas au conservatoire, c'était une petite école privée avec un prof qui m'apprenait l'orgue. Au bout de 3-4 ans, j'ai un peu décroché. J'ai arrêté vers 10 ans. Et ça m'a retitillé vers 12-13 ans. Ouais. Où j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien recommencer. Donc je suis retourné prendre des cours d'orgue avec un autre prof qui était un super prof, qui m'a appris énormément de choses. Et je me suis mis au piano en même temps, parallèlement. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à adorer le piano et à faire beaucoup plus de piano que d'orgue finalement. D'accord. Et je dirais quand à ce moment-là, tu te voyais faire ça tout le temps? Pas du tout. C'était juste un super hobby et C'était un super hobby. C'était vraiment un loisir. Tu vois, j'ai eu mon premier groupe très tard en fait par rapport à plein de copains musiciens. J'ai eu mon premier groupe, j'avais 17 ans, je crois. D'accord. Donc voilà, c'était. Parce que tu voulais faire quoi comme vrai métier? Parce que musicien, c'est pas un métier en France. Alors j'ai toujours eu deux passions. C'était j'ai eu mon premier ordinateur en fait quand j'étais au CM2. J'ai appris à programmer en fait au CM2. Je programmais en basique. J'avais un Thomson MO5 à l'époque. J'avais un Auric. Waouh, t'as eu un Auric incroyable. L'Auric Atmos, mon Dieu. Voilà, on va passer pour des dinosaures. Nous sommes des dinosaures. Donc j'avais mon ordinosaure, le MO5. Avec le petit stylet. Alors ça c'était le TO7. Ah, c'était le TO7. Mais en fait, je suis des conneries. Sur les MO5, on pouvait brancher avec une prise DIN le stylet. J'avais le stylet aussi, j'avais un stylet. Et les touches, elles étaient bizarres dessus. En gomme, c'était dégueulasse. Exactement. C'était horrible. C'était un toucher très bizarre. Donc tu faisais du basique? Je faisais du basique. Je faisais aussi du basique. Voilà. Plus mon Auric. Ouais. Et t'as dû connaître ça aussi, les souvenirs avec les jeux qu'on chargeait avec le magnétophone. Et puis le truc qui marchait pas, tu tapais dessus. Ou alors tu t'installais, parce que nous, l'Auricain, il était par terre avec mon pote d'enfance que j'ai toujours. On avait un jeu à la Tron, tu sais, où tu faisais la moto là. Et puis s'il y en avait un qui bougeait le truc, bam, il fallait recharger. Voilà les souvenirs. Alors après, un peu plus tard, donc vers 13-14 ans, j'ai eu mon premier Atari ST parce que bon,
je commençais à avoir des synthés à l'époque. Alors mon père avait mon père avait une entreprise dans le bâtiment, Ouais. voilà, et j'allais filer des petits coups de main l'été pour me faire un peu de sous. Mmh. Et puis, c'est comme ça que je me suis acheté mon premier synthé qui était un Korg 707. C'était un truc Mmh. en synthèse FM, 4 octaves, c'était un jouet le machin, enfin voilà, mais Ouais. j'étais tellement content d'avoir ça et j'ai vu qu'il y avait une prise MIDI derrière OK. et je me suis dit: «Bah, faut brancher un truc». Bah oui. Donc l'été suivant, j'ai Ouais. rebossé, puis encore l'été d'après et au bout de 2 étés, je suis payé mon Atari ST, Le 520 ou ah, c'était 1040? le 1040, ah ouais, ouais, Waouh! Ah attention, oui, oui, ah oui, ouais, oui, tu avais ouais, attendu ouais, 2 ouais, ans j'avais maintenant. attendu 2 ans, ouais, 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 ouais. Avec, j'ai commencé le MIDI avec, Pro 12. D'accord. C'était le petit frère de Pro 24, c'était, un truc, ça doit OK. être abominable en fait maintenant si on Ah. retrouve ça maintenant. Donc Alors il y a des gens qui me suivent et qui ont encore des 520, des 1040 et waouh, ouais, ouais. ouais, ouais, Donc si jamais vous regardez cette vidéo-là, envoyez-nous un message parce que voilà. tu as peut-être encore des disquettes quelque Je part? j'ai enc je pense que j'ai encore Pro 12 chez mes parents qui traînent sur D'accord, OK. un ouais, ouais, avec la boîte en plastique blanc, je me rappelle très bien, Ah. ouais. Donc ça a été Heu, ton entrée dans la c'est MAO, en fait? mon entrée dans la MAO, ouais, Mmh. voilà, purement par le MIDI, on va dire. Ah ouais. Juste une histoire d'une prise. Tu as vu une prise, tu te dis: «Tiens, comment ça Bah marche?» ouais, à quoi ça sert? Puis, je crois que le 707, je me demande si alors je crois pas qu'il était polytimbral, mais mon prof de musique, faisait beaucoup voilà, il était prof de musique, la semaine et puis le week-end, il faisait du baloche, Ouais. comme plein de zikos à l'époque et donc il avait des chouettes synthés qu'il pouvait me prêter la semaine. Ah ouais! Donc, en plus de Donc mon 707, il m'avait filé un MKS-50, ça doit être le MKS-50, c'est le rack qui correspond au Juno 1 ou Juno 2, je sais ouais. plus. J'avais une petite mixette, 6 entrées, enfin voilà, je Ah commençais à bidouiller, à faire des trucs ouais. un peu, Tu avais quoi là? Tu avais quel âge? ouais, j'avais 16 ans, 16 ans, ouais. 15-16 ans, ouais. Ouais, OK. ouais, ouais, ouais et donc voilà, l'entrée dans les MAO par ces outils-là. Sur les premiers outils, mais MAO, quoi. Les Enfin, je veux dire, c'est premiers outils, ouais, je ouais, pense que ouais, c'était, ouais, ouais, ouais. ouais, Je pense qu'on pouvait bidouiller des trucs un petit peu avant sur des 8 bits, mais c'était vraiment du bricolage. Là, ouais, c'est ouais, vraiment là que ça a commencé, je crois. ouais, ouais. Mais ça restait quand même malgré tout, ça enfin, je dirais aujourd'hui, il y en a qui ont du mal à se mettre à la MAO alors qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont faciles, mais à Ouais, l'époque, fallait vraiment avoir envie parce ah que ouais, ouais, fallait se manger les docks, ah, c'est enfin, ça, quoi, il y avait rien de il y avait rien d'évident, il hein. y avait rien d'évident, quoi. C'était Et vraiment, puis, surtout maintenant, tu vas sur internet, tu as un tuto oui, YouTube, oui, ça va très vite, à l'époque, tu avais c'est le manuel et il fallait que tu te démerdes avec le ouais, manuel ouais, si, en plus, il était traduit en français pour une partie, quoi. voilà, c'est ça et puis, par exemple, le MIDI, ben, fallait apprendre ce que c'était que le MIDI, ce que Ouais. c'était que des canaux, ce que Ouais, c'était ouais, ouais, ouais. que voilà, il y avait rien qui t'expliquait ça, de Mmh base. mh. Donc, à l'époque, j'étais abonné à Keyboard Magazine, enfin Ouais, voilà, les où ça aidait beaucoup, hein, ouais, finalement, la ouais. connaissance, elle passait par là. Par les par les copains, enfin mon prof de Mmh. musique qui m'apprenait aussi, comment ça marchait un peu, enfin, Ouais, tu vois? ouais. C'était super. Tu as une approche un p à la base, vu que tu faisais de la prog et tout, c'était un peu geek, quoi. C'était complètement geek. Tu as allié Ma passion ta passion de des la ordis musique pour avec, avec, le truc, quoi. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, Bah, à l'époque sur Atari, je me rappelle que je programmais un petit peu aussi, tu vois? ouais. Je faisais du comment il Sur s'appelait Bossé? non, 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 c'était j'avais installé un BASIC dessus. Ouais, Je me rappelle, je m'étais amusé à programmer un petit arpégiateur, un truc comme ouais, ça, d'accord, OK. voilà, qui balançait directement sur la prise MIDI. Ouais. Bon, c'était hyper artisanal, je Oui, savais oui, pas mais programmer, mais c'était pour le kiff, c'était la mortel, je me geekerie, souviens quoi. Voilà, quand ouais. tu faisais Run, Ouais, tu c'est sais, en ça basique, tu voyais le truc qui et tu marchait. as le son qui sort par ton ouais, tu es là: «Waouh, ça Ouais, marche!» c'était Non, exceptionnel. en vrai, C'est c'est, exceptionnel. «Oh putain, pourquoi ça marche pas?» et tu passais 2 jours à aller dans le Mais code tu pour es quelque part, tu étais content aussi. Enfin, moi, je sais que ça me ouais, faisait kiffer ouais, de ouais, trouver le truc et puis de ah, je pense qu'on ouais, on a dû garder ce côté, de geek là-dessus, Mmh mh. donc 1er groupe 17 ans, Ouais, c'est ça. voilà et en gros, qu'est-ce qui à un moment donné a fait la bascule où tu es devenu enfin, tu es passé pro? C'est Est-ce que c'est ça s'est fait rapidement? Est-ce non, non, que c'était très, très long, en fait. ouais, Après j'ai fait quoi? Alors j'ai fait une prépa, j'ai fait maths sup, ça s'est très mal passé parce ouais, que je crois que je faisais encore beaucoup de musique à côté mmh. et puis, ça me permettait pas de travailler assez J'ai pour fait avoir une le prépa niveau. aussi Tu et ça ah s'est OK, pas bien passé non ouais. plus. Donc Mais après bon, à la fin de je pense que je mettais mon prof de physique systématiquement en PLS tellement j'étais mauvais, ouais, je me rappelle les TP de chimie où le mec il hurlait: «Darlo là-haut!» Tu sais, c'est le truc qui me reste de la prépa, quoi. Je faisais que des conneries, c'était enfer. En maths ça allait, j'étais encore pas trop mauvais, quoi. Donc après je me suis barré en fac, là où j'ai un mmh. peu escroqué mes parents,
c'est que je suis allé en première année de fac après Ouais. une prépa, donc autant te dire que les 2 premières années de fac, j'ai absolument rien foutu et j'étais major. Ouais. C'était pas du bonheur. Et tu as fait de la Ce qui musique? m'a permis de faire énormément de musique. Voilà. Ça m'a permis de faire beaucoup de musique à côté, quoi. Donc des groupes, c'était quoi? C'était du bar? C'était Non, genre vous faisiez de la compo j'écoutais déjà? vachement de jazz à l'époque et Ouais. que j'ai jamais vraiment su jouer, que je jouais très mal. Mmh. Je suis un pianiste de jazz exécrable, je sais rien Mmh. faire en vrai. Mais j'écoutais vachement ça et Ouais. donc je m'entourais vachement de musiciens qui aimaient ça aussi. Bon, en tout cas, c'était ton Mais kiff c'était du mon kiff, c'était moment et mon kiff du moment. tu voulais faire ça, Plus, quoi. voilà, fusion de ma Vishnu Orchestra, des trucs comme ça, Ouais, un peu d'accord. barré, quoi. Ouais. Stepsued, j'écoutais Uzeb aussi à Bah oui. l'époque. Les patrons français de la fusion, De la quoi. fusion, ouais, Ah ouais. ouais. Bon, puis qu'est-ce que j'écoutais à l'époque? J'écoutais Toto aussi, que j'étais allé voir en concert. C'était mon Ah oui. premier grand concert. Ouais. C'était un peu plus tôt, ça. C'est mon prof de musique qui m'avait emmené quand j'avais 17 ballets Ouais. au concert à Besançon. Est-ce que c'était avec Porcaro à l'époque? J'ai vu la dernière tournée de Jeff Porcaro, du Donc coup. 91. C'était en 91, Oh ouais. putain. Vachement d'émotion. Ah bah ouais. J'aurais tellement aimé le voir. Ouais, Moi, c'est l'époque où où je faisais de la guitare de plus en plus. Et ouais. donc, j'ai découvert l'album Kingdom of Desire. Voilà. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il passe en France pour aller voir. Et puis voilà, quoi. Bon, il s'est passé quel album. Ouais. Ouais, donc toi, Moi, j'ai vu la tournée juste avant. Ah, putain. Où il y avait, c'était l'époque d'Or et Toto, tu vois, Ouais. avec David Petch, Les frangins par les Caro. 3 frangins. Ah oui, il y avait Alors, aussi le. il y avait Steve. Alors, le plus drôle, c'est qu'il était pas sur scène. Il était, Ah ouais, il était derrière, et il faisait des claviers additionnels. Sur scène, il y avait que David Petch au clavier. D'accord. Et puis, on était là avec mon prof de musique. Mais Il y a soit il y a truc. des séquences, Ah ouais. on Il y passe avait un pas de peu séquence à derrière, l'époque. et il y avait pas de séquence. Bah, si, il y avait déjà des séquenceurs, mais hardware, tu vois. Ouais. Mais ça devait être un peu contraignant sur scène, j'imagine. Ouais. On passe derrière et on voit Steve Lukather qui était Steve Porcaro. Steve Porcaro, pardon, qui était derrière, qui faisait les claviers C'était la tournée additionnels. où c'était le Sud-Américain au chant, Jean-Michel Byron, ou Ouais, comment il c'était s'appelle, le métis. ouais, le métis. Ouais. Vocalement, c'était pas fou. Et puis, Oui, et puis il était toujours en retrait, quoi. Il avait foutu en retrait. c'était, Il venait pour 3 chansons. il venait pour 3 chansons. En fait, Ouais. c'était Lukather et Petch qui chantaient tout. Bah ouais, puis ça C'était, défonçait, quoi. ça défonçait. Bah oui. Ouais. Puis ils avaient des super choristes aussi. Moi, j'ai vu Oui, il y le avait concert, le deux fameux nanas au concert à Paris, cœur qui étaient incroyables, ouais. le concert Paris 91, là. Ouais. Et j'avais un pote du lycée qui était allé. Et bon, enfin voilà, quoi. Ce concert, il est. Ouais, Je comprends que ça, c'est c'est marquant. on a à peu près le même âge, je pense, et ouais. vu la chrono, Mm. et c'est des trucs qui sont marquants quand t'es jeune musicien. C'est ça. C'est la première fois que je me prenais une tarte musicale où je disais, ah ouais, d'accord, jouer, c'est ça en fait. Ouais. Ok. Ouais. Avec autant de facilité Oui. et avec un tel niveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, c'est sûr, t'écoutes Toto maintenant, ça peut paraître peut-être un peu kitsch, un Mais je peu. Moi, je fais écouter Ouais. à mes enfants en ce moment. Mm. Mon fils se met à la batterie, donc je monte des concerts avec Jeff Porcaro. Oui. Et en fait, je reprends des tartes, quoi. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont inventé un truc à l'époque, en vrai. Quoi. Ça swing tellement. Ouais, et juste une petite aparté, parce que ça me fait penser à un truc, c'est que je suis allé voir FFF il y a pas longtemps. Oui. Et en fait, le fait de retrouver des groupes qui jouent sans séquence, donc où c'est un peu plus free, tu vois, en fait, il se passe un autre truc. Carrément. Alors moi, je joue avec des séquences aussi. Vous peut-être aussi. Nous, on a pas mal de monde sur scène, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que là, en fait, tu vois le truc qui flotte et il y a un truc qui est magique, quoi. Ouais. Alors, voilà, donc Toto à ce moment-là. Voilà. Et donc j'étais clavier et ma plus grosse start, c'est que j'ai bloqué pendant tout le concert sur le batteur, quoi. Alors que je m'intéressais pas spécialement à la batterie, mais il était tellement puissant, ce mec-là sur scène. Magnifique. C'était c'était un pôle d'attention, c'était fou, quoi. Donc là, tu t'es dans des groupes, tu fais pas mal de... Ouais, on fait de la compo, voilà. Et donc à cette époque-là, quand j'arrive à la fac à Besançon, il y a un chevelu dans l'amphi. On commence à discuter. Ce gars-là, il s'appelle Jérôme Nicolet. Et il avait un groupe de métal qui s'appelait Dr Gang à Besançon. Okay. Voilà, métal, du métal avec du clavier, tu vois, un peu métal FM. À l'époque, il y avait beaucoup de... Un truc à la, je sais pas, la TNT, Europe, enfin dans cette mouvance-là, quoi, très chouette, très mélodique. On se lie assez rapidement d'amitié, on devient vraiment potes. Et je vous répète de son groupe, je passe beaucoup de temps avec son groupe. D'ailleurs, à cette époque-là, ils enregistrent un album et je leur amène entre guillemets l'expertise sur les claviers, enfin sur Pro Tools en fait, sur Pro 24. Ouais. Non, alors d'ailleurs, c'est plutôt c'est Notator que j'amène à l'époque. J'étais passé sur Notator.
J'emprunte un petit module Unitor. C'est ma seule expérience d'enregistrement sur bande magnétique, tu vois, sur un 16 pistes Fostex, si je me rappelle bien. Ok. Non, 8 pistes, voilà. Non, je suis gourmand. Et on crame une des pistes pour mettre un SMPTE. Le timecode. Voilà, le timecode. Ouais. Et donc, on a servi l'ordi à ça. Et ça permet d'avoir plein de pistes de clavier gratos, entre guillemets, qui bouffent pas des pistes audio. Et donc, lui, il jouait ses claviers. S'il y avait des trucs à corriger, on les corrigeait avec les petits carrés, sur une édition MIDI. Enfin voilà, c'était la batterie, je crois qu'on avait fait. Alors, vu qu'avec 8 pistes, tu fais pas grand chose. Si je me rappelle bien, on avait fait la batterie en 6 pistes plus la basse en une piste, tu vois, un truc comme ça. Après... Ouais, toujours. Puis là, c'est le SMPTE en dernier. Après, non. Donc la batterie moins de pistes que ça, sûrement 5 pistes plus une. Et après, donc sur les pistes 7 et 8, il n'y avait pas encore le SMPTE à ce moment-là. On avait tout enregistré au clic déjà. Et sur la 7 et 8, tu as on rebounce le bass bat. Voilà. Et après, donc, c'est là qu'on met le SMPTE en piste 1. Et puis on ajoute les guitarres, la voix, voilà. Fallait mieux jouer à l'époque. Ah bah, c'est ce que beaucoup disent, bah oui. On trichait moins, quoi. C'est ça. On trichait moins. Puis on faisait pas 4 mesures, puis après on faisait pas de copier-coller. Voilà, exactement. Après, vers, je sais pas, la recette de donc ma passion pour l'informatique me lâche pas, tu vois. J'embarque un peu Jérôme là-dedans, qui était un peu geek aussi. On fait une licence d'informatique, on fait une maîtrise d'informatique. À ce moment-là, il me présente un gars un peu rigolo, un certain Guillaume, tu vois, avec des cheveux un peu longs, Guillaume Aldevert, bref, qui faisait beaucoup de métal à l'époque, dans son groupe qui s'appelait White. Je vais faire des claviers, d'ailleurs, sur son album à l'époque. La petite anecdote rigolote, Guillaume me dit, waouh, c'était cool tes claviers, tu viens jouer avec nous, on n'a pas de clavier. Je fais ouais, super. Et puis je vais faire une répète avec eux. Ok. Ça veut dire quoi, tu te sentais pas à l'aise je kiffais pas trop leur musique, en fait. Il me rappelle la semaine d'après, c'est bon, on refait une semaine, tu reviens. Ah, écoute, Guillaume, j'ai d'autres trucs à faire. Je vais pas lui dire je kiffais pas ce qu'il faisait, en plus. Lui, il était que guitariste à l'époque dans le groupe. J'ai jamais prolongé l'expérience avec lui. Par contre, on est resté en contact, on est resté potes. C'est un pote de Jérôme, c'est Jérôme qui m'avait présenté. Après, qu'est-ce qui se passe avec Jérôme? On part en DEA parce que figure-toi que passion de l'informatique aussi, mais une non-passion pour l'armée. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, oui, on nous attendait. J'étais attendu, je recevais du spam, figure-toi, de l'armée française. Non, chère direction générale des armées, je ne souhaite plus être abonné à votre newsletter, ça marchait. J'essayais, ça marchait pas. Se désinscrire, pas. Non, j'ai pas pu me désinscrire, donc l'autre solution, c'était de prolonger les études. Voilà. Et on fait un DEA, et puis là, Libération, je sais plus quel président arrive à cette époque-là, qui dit, c'est Chirac qui dit, la conscription, c'est fini. Mais quelle super idée. Moi, je me suis fait baiser à 1 an. Et on a un pote qui a pas fait de, qui s'est dit, qui voulait faire une thèse informatique, qui a dit, je veux pas me faire avoir, je fais mon armée avant. Ben non, mauvais calcul. Dommage. Dommage, Eliane. Voilà. Et donc, voilà, après, de l'informatique. Après, ça me plaisait toujours, donc je pars sur une thèse. Là, je m'embarque pour 3-4 ans. Et donc, quand tu fais une thèse, il y a un truc qui est très cool. C'était une thèse financée parce que d'informatique, tu fais que des thèses financées. T'as pas le droit de faire une thèse en candidat libre, entre guillemets. Ils voulaient pas des gens qui commencent et qui terminent pas. Donc, t'es payé. D'accord. Ils sont sûrs de les garder. Ça te cadre et ça te motive à aller au bout. Alors, c'était vraiment, c'était SMIC, hein. C'était pas grand chose. Mais moi, t'es payé, t'es étudiant, t'es payé, c'est très cool. Et à l'époque, j'étais dans un appartement à côté de Besançon, à Beurre. C'est un appartement qui était qui appartenait en fait à mon oncle et ma tante, en fait. Donc je payais que dalle en loyer. Je faisais du baloche le samedi dimanche à cette époque-là aussi. Ce qui est une très bonne école. Ça développe l'oreille, ça apprend à se coucher tard. Puis tu arrives sur scène des fois sans répète, sans rien. Tu connais pas forcément les titres. Généralement ça répétait pas, ça répétait l'après-midi. Tu sais, on ajoutait quelques morceaux. Puis surtout, tu arrives là-dedans. Je remplaçais mon prof.
t'arrives là-dedans, t'as 130 morceaux à apprendre en fait. C'est ça. Vas-y Ouais, quoi. c'est une bonne école. Ouais. Et alors bon, évidemment, en baloche c'est cool, t'as toutes les grilles qui sont notées, Ouais, t'as ouais, tes ouais. cahiers et tout. Enfin ça va quoi. Et donc ça me faisait un peu de sous. Ouais. Bon à l'époque c'était tout au black, c'est vrai, il y a prescription. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, et donc j'avais un peu de sous qui rentrait chaque mois, donc Acheter du matos. ben voilà, j'ai commencé à acheter du matos. C'est là à cette époque-là que Behringer a commencé à faire des consoles, tu sais, Ouais. des 24 entrées, Mmh. pas très chères Mmh, quoi. mmh, mmh. À Besançon, super magasin qu'on a ici, Data Music, qui existe encore, Mmh. qui ont toujours vachement accompagné les musiciens. Ils nous faisaient des tarifs Thomann déjà à l'époque, tu vois. D'accord, OK, C'était cool. très très cool quoi. Donc je commençais à m'acheter table de mixage, carte son, et puis c'est là que ça devient rigolo parce que donc Guillaume, on est Mmh. toujours potes, il revient vers moi avec un projet totalement incongru. Il se dit on va faire un truc un peu rap. Ok, Ouais. soit. Et puis on On est, sort. on est à quelle année là? On est Ouais, 96, 97? alors attends, j'ai fait non, attends, passé le bac en 92. Oui, c'est ça, c'est 97, ouais. Mmh. Ouais, j'étais dedans, ouais, ouais, c'est Mmh ça. mh. 97, 98, je dirais. Ouais, OK. Voilà, 98 plutôt, ouais. Et donc 98, voilà, Guillaume revient vers moi. Enfin, on monte un projet qui s'appelle Jaffa, un truc totalement improbable, un OK. peu Ouais, hip-hop, mais alors hip-hop à la Ménélique, hein, très ouais, gentil. ouais, ouais. Avec Guillaume qui sait autant rapper que moi je sais faire des prods de rap, hein, tu vois. Mais c'est pas grave, on apprend comme ça, on apprend à se servir des outils. Mmh. À l'époque, donc c'est là que je chope à Samplitude Ouais, craqué, ouais, voilà. Euh, on fait ce truc-là, ça tourne pas du tout. Je crois qu'on l'a jamais fait de concert. ouais. Bon, mais on reste en contact, Mmh. toujours potes et tout. Et puis c'est là qu'un jour Guillaume se pointe avec des titres. Guillaume, il y a eu un déclic en fait en allant voir. Comment il s'appelle ce groupe de rock français, Blancas, voilà, Ah, putain, Blancas, mais oui, Blancas Blancas, évidemment. OK. Blancas, OK, ouais, ouais, ouais. Blancas, Ouais, qui marchait bien. Enfin, c'est un groupe ouais. qui Alors avait une bonne petite notoriété. super groupe, tu vois. Mmh. Et Guillaume là s'est pris une tarte à l'époque sur le côté. Il y a de l'énergie et il y a des textes. Ouais, OK. Et après, en même temps, enfin, ou plus ou moins en même temps, t'as Blancas qui sort Vierge t'emmène au vent. Voilà. Louise Attaque. Blancas, oui, Louise pardon, Attaque. Louise Attaque, ouais, qui sort ça Ouais. dans les soirées étudiantes. C'est Bah, voilà, ouais. carton plein quoi. Mmh. Et voilà, Guillaume il s'imprègne de ça. De toute Ouais, façon, Guillaume il a un côté éponge. ouais. Il écoute un style, Ils le retranscrit tout de il suite, le il invente retranscrit quelque chose. à sa Mmh. sauce quoi. Et il se pointe avec des morceaux, il me dit ouais alors j'ai des trucs là c'est pas rap du tout, tu vas voir, je te fais écouter, tu vas me dire ce que t'en penses. Mmh. Et il se pointe avec hop, sympa. Ouais. Il se pointe avec quoi? Avec un contrat merveilleux, plateau télé, Mmh. Mathilde, enfin bref les trois titres de son du premier album qu'on va faire ensemble, D'accord, OK. ce qui était de la chanson française. Et j'écoute ça, je fais mais c'est génial. Lui, il bricolait un peu avec son clavier, il avait Mmh. un Korg N quelque chose, N364 je crois, je Ouais, sais plus. ouais. Les workstations pas trop chères, donc il avait programmé un basse batterie, Ouais, il avait un petit 4 pistes Tascam, ouais. ou un Porta Studio, machin comme Mmh mh. ça. Donc sur 2 pistes, son clavier, une piste guitare en Mmh plus, mh. et puis sa voix sur la piste 4. Ouais, ouais. Avec la bonne saturation qu'il y avait du préamp Oui, dedans et merveilleux. tout, Et le puis le truc. souffle, je trouve, Ouais, quel ouais, ouais. souffle, quel Ah, joli souffle. magnifique. Moi, je faisais des ping-pong, j'avais un MT-120 Yamaha. Ouais, ouais. C'est pareil, quoi. C'est une usine à souffle. Euh, Bah oui, après avec du 8e de pouce, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, Bah ouais. Mais c'était génial. ouais. Et on fait écouter ça à Jérôme à Ouais. l'époque. Et Jérôme fait mais ouais, mais Banco, allez, Mmh. on enregistre un truc, on le fait quoi. Et donc on l'a fait voir, c'est que j'ai encore ce machin-là. Yes. Ce machin-là. Voilà. Ça c'est et donc on produit ce truc-là Ouais. avec Touffe Productions, figure-toi, une association qu'on Ah! monte qui n'existe plus. Touffe, c'est mon surnom. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, alors ça, quand je le réécoute, j'en suis pas fier du tout, je vais te dire. Hein. Premier, mais ouais. Si t'aimes bien la reverb, faut vraiment écouter ça. Alors, moi, je dis toujours, tu vois, à des apprenants ou quoi, il faut. Alors, on a toujours c'est bien d'avoir toujours un peu honte des premiers trucs qu'on a fait. Ouais. Ça veut dire qu'on a progressé. Et en même temps,
moi j'ai réécouté pareil mon premier album et tout ça, et je me dis, il y a plein de défauts, mais si je l'avais pas fait, j'aurais jamais avancé. Mais ouais, Et ouais, en fait, ouais. c'est ça le truc. Oui, oui, C'est que si tu fais pas ça, tu fais pas le reste. Ah oui, mais en plus, j'en ai pas honte parce que les morceaux, ils sont cool. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, ouais. les textes de Guillaume, sa musique, c'était cool à l'époque. Mhm. Il écrivait déjà bien, quoi. C'était chouette. Et, non, mais on a fait des plantades, là, pour te raconter, sur celui-là. On fait donc premier album qu'on sort. Alors, Jérôme, il avait déjà l'expérience avec son groupe Dr. Gang, ils avaient déjà fait plusieurs disques. Donc on est hyper anxieux. On reçoit, là c'est un tableau fait par, je sais plus qui, un copain de Guillaume. Mhm. Un graphiste, un copain qui nous fait ça. On reçoit le BAT. Ouais. On dit, waouh, super, c'est génial. On était tellement à l'ouest que sur le BAT, le calque Aldebert n'était pas là. Et nous, on dit, ouais, super. On en reçoit 500. Oh, y a On pas... dit, mais il n'y a pas écrit Aldebert. Putain. On reprend le BAT. Ah ben non, il n'y a pas écrit Aldebert. On est vraiment des burnes, quoi. Oh, putain. Donc vous avez repayé 500. On a repayé, alors on a appelé le presseur qui nous a gentiment alors on a payé les livrets, mais il nous a pas vachement moins cher. Et on a tout décellophané, on a remis les livrets, il a on a recellophané. Oh, putain. Non, c'est nous qui avons recellophané, je crois, en plus. Ah ouais. Ouais, à la main, en mettant un petit scotch, on a Oh passé là le temps à faire ça, enfin. On apprend. Galère. On apprend, hein. Et donc, alors le truc, il est un peu précurseur, je pense, par rapport au groupe de Besançon à l'époque, c'est qu'on fait la musique et l'album avant de monter le groupe. Ouais, d'accord. Et même avant de faire des concerts, avant de faire des concerts, voilà. Soit, quoi. Je me rappelle, on fait ça en l'été 99, chez un copain de Guillaume qui avait une maison un peu isolée dans Besançon où il n'y a pas trop de bruit. J'avais amené tout mon bazar. Alors l'ordi, c'était une carte son en plus avec une RME avec juste 4 entrées, tu vois. Ouais. Donc je passais par les groupes de la console. De la console, ouais. Un peu à l'ancienne, quoi. Mais on faisait beaucoup de re. Enfin, c'était. Puis il avait la batterie, tu vois, en gros, grosse caisse claire, et puis tout le reste sur deux pistes. Et on empilait les pistes, voilà, on faisait. Je savais pas faire. Et j'apprends comme ça, j'apprends sur le tas. Donc Et en sûrement plus, avec beaucoup d'erreurs techniques. Il y avait du matériel qui était. Ah ben, Enfin, c'était le tout début du home studio, mais c'était les prémices, quoi. Ouais, c'est ça. Avant 2000, c'est les prémices, quoi. Et puis du matos pas cher, enfin tout. On rigolait, on disait que c'était fait en chinoisium, en fait. C'est ça. C'est le truc qui tout met made in China avec des préamps un peu dégueux qui soufflent. Les convertisseurs, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était dur, en vrai. Et ce que tu comparais aux disques qui sortaient, tu dis, oh putain, j'y arrive pas, mais en fait c'est normal. En fait, le gap, il était. Il y avait un gap technologique tellement ouf que tu ne pouvais pas y arriver, en vrai. Alors après, avec plus de connaissances, si on aurait fait des trucs largement mieux. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il fallait passer par là. Exactement. C'est le chemin qui est rigolo, c'est pas la destination, hein. Exactement. Puis si tu arrives dès le premier coup, comme je dis, des fois c'est trop facile. Bah ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit facile. Non. Bon, on convoque des musiciens de Besançon pour enregistrer Bichon à la batterie, qui va être notre batteur pendant très longtemps après. Steph Métain à la basse qui vient. Les gars, ils viennent tous jouer gratos et hyper gracieusement, c'est super, quoi. C'était très très cool. Ce truc-là sort, on le met. Guillaume, il faisait. Alors Guillaume à l'époque, je sais plus ce qu'il faisait, mais il travaillait un peu à côté dans un magasin, tu sais, genre Fnac, mais à Besançon local, il vendait des disques. Donc il réussit à avoir son point d'écoute par les copains, par copinage. Et là, le point d'écoute, truc de dingue, on vend plein de disques, en fait. Les gens accrochent à fond sur ce truc-là qui est un peu typé vous attaque, effectivement. La batterie, ça, balai. Et donc il y a une demande pour des concerts. On fait notre premier concert à la Crèmerie à Besançon en fin 99 ou début 2000. On remplit ce bar et puis le gars il dit il faut revenir. Puis on remplit une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis après on va jouer un petit peu autour. Voilà, enfin un petit peu, tu vois, c'est vraiment ça a jamais explosé, en fait. On a creusé notre trou et puis on l'a agrandi sur le territoire. C'est là que Jérôme a commencé à vraiment apprendre son métier aussi, lui, de son côté. Alors Jérôme, actuellement, c'est notre tourneur. Il a monté la société de tour. Et à l'époque, il est toujours manager de Guillaume en plus, mais c'est lui qui trouve les premiers concerts, tu vois, qui boucle les premiers trucs. Donc voilà, Aldebert, ça commence comme ça commence dans les bars.
Et c'est une super école parce que entre le mec qui est au bar, qu'on a rien à foutre de ce que tu fais, le mec qui vient te demander de chanter Allumer le feu ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, alors que nous on faisait que des compos. Voilà. Et quand tu vois que tu commences à choper les gens, Ouais. en fait c'est vachement plus dur de faire des concerts dans des bars que dans des zéniths avec les gens qui ont payé pour venir te voir. Bah oui, parce que là en fait c'est vraiment tu t'es entre guillemets le représentant de commerce, tu vas chercher chaque personne. Tu dois convaincre les gens, ouais. Et c'est là que Guillaume il a aussi appris finalement à aller chercher les gens jusqu'au fond du bar. Et c'est comme ça que tu vas chercher les gens plus tard jusqu'au fond des salles. C'est ce qu'il fait. Ouais, peut-être, il se balade. Ah bah oui, d'ailleurs il se balade, ouais. Ouais, il continue à se balader. Et là, tu vois, tu te dis, le mec qui a fait la Starac, qui est propulsé direct dans des zéniths, il sait pas ça. Il connaît pas le métier. Il connaît pas le métier, ouais. Exactement, c'est ça, il connaît pas le métier. Donc là, ça monte. Et puis après, donc. Alors, deuxième album, Sur place ou emporté, on l'enregistre aussi à la maison avec un peu plus de moyens. Je commence à voir, tu vois, premier micro statique, un Rode NT1. Où j'ai eu Rode NT1, puis après assez rapidement le Rode NT2. J'aimais bien cette marque-là, où j'hallucinais. Je disais, Guillaume, regarde, tu te mets en face, regarde, je monte le gain, cligne des yeux. Et si tu te concentres au casque, tu entends le petit plic des yeux. Alors qu'avec un 57, ça marche pas. Ça captait tout. Pour le coup, et là, tu te rends compte que. Peut-être un peu trop. J'allais dire, faut que tu aies une bonne acoustique, sinon t'es un peu dans la merde. C'est là que tu dis, dans ta pièce qui est pas traitée acoustiquement, ça marche moins bien. Je comprends pourquoi il y a des studios, pourquoi il y a genre de trucs. Donc, sur place ou emporté, je fais ça pendant ma dernière année de thèse. On enregistre, là, on commence à avoir un peu plus de moyens, tu vois, avec les tournées, les disques. Donc, on se paye un studio à Besançon qu'on a malheureusement en lockout, mais la nuit uniquement. D'accord. Donc, on arrivait vers, je sais plus, 10h du soir, et après, on l'avait jusqu'à 8h du matin, mais honnêtement, on n'est pas. Je suis pas sûr que la période de 2h à 5h du matin, c'est la meilleure plus efficace pour travailler, C'est probable que quand tu reviens le lendemain, tu réécoutes et tu refais. Sauf si à la limite tu dors la journée, mais j'imagine que vous aviez chacun. Alors voilà, figure-toi que moi j'étais au laboratoire, je finissais ma thèse et j'étais un petit peu occupé en même temps, donc j'étais en mode allumette dans les yeux. Mon directeur de thèse à un moment il me disait on le voit plus beaucoup au bureau le matin en ce moment. Ah bon. Et ça durait combien de temps cet enregistrement? Ça durait 3 mois, 2-3 mois. Oh putain, mais c'est long en fait. Très long. Ah ouais. Et on a enregistré, tiens, super souvenir aussi, on va enregistrer ça à Tarare. Ils avaient une console Lafon là-bas. C'est ma première découverte avec une grande console. Une assistante, Ghislaine, je crois, super sympa, qui connaissait hyper bien sa console, ses micros. Découverte des premiers beaux micros aussi. Remarque à Besançon aussi, un copain qui était prof au lycée Viette, où ils ont un BTS son, qui me prête à l'époque un C800 de chez Sony, un U87. Donc du bon micro. Un C12. Voilà. Là, c'est là que tu te prends une tarte, tu te dis, le NT2, c'est bien, mais il y a mieux. La même chose. Après, aussi, à l'oreille, ça s'éduque aussi. C'est pas si évident que ça pour moi, que c'était vachement mieux. Mais c'était stratosphérique. Tu t'entends mieux, mais tu t'entends peut-être pas le vrai mieux. Ouais, c'est ça. Tes oreilles sont pas encore. Tu te dis, je sais plus, le gars, il va faire je me demande si on n'a pas enregistré dans le C12 sa voix pour cet album sur Place Emportée. Voilà, moi j'apprends un petit peu l'arrangement aussi en même temps. Et puis après, voilà, de 2003, je vais faire un postdoc à Paris, qui s'est après ma thèse, qui s'est pas hyper bien passé. J'étais au CNRS, j'étais dans un des laboratoires les plus cotés de France, c'était le LSV, où en gros c'était hyper intimidant. Enfin, tu vois, l'informatique c'est une science qui est jeune, c'est pas comme la physique où Newton il est mort depuis longtemps. Là, tu te balades dans le couloir, les noms des mecs sur les portes, c'est les mecs qui ont écrit les bouquins dans lesquels t'as appris la discipline, quoi. C'est hyper intimidant. C'était. Puis t'es peut-être aussi parti déjà Moi, j'étais déjà ailleurs, en fait. T'étais déjà ailleurs. Ouais. Cette année-là, on fait 3 semaines de concerts d'affilée aux Zèbres de Belleville. Notre tourneur Besançon, de Besançon, François Pinard, pour qui Jérôme bosse à l'époque. Il devient associé assez rapidement d'ailleurs. Il nous programme 3 semaines aux Zèbres de Belleville. Au début, on commence. 3 semaines aux Zèbres. 3 semaines, ouais.
Ouais, ok. 3 semaines aux Alpes de Belleville. Le premier soir, on a 15 personnes dans la salle, c'est dur. Mhm. Et puis la dernière semaine, c'était plein tous les soirs, bouche à oreille. Ah, putain. C'était Ouais. voilà, c'était un super beau souvenir, ça. Donc là, c'est à ce moment-là où Aldebert commence à, à mieux marcher. Ouais, Donc, on remplit notre première cigale à la fin de mon postdoc d'ailleurs. ouais, Voilà. ouais, d'accord. Ouais, c'est dans le métier, quand tu commences à remplir en tant qu'indépendant une cigale, ouais. c'est que. Et puis c'est là que le téléphone commence un peu à sonner aussi, Hmm, où ça c'est plus que c'est pas que Jérôme qui va chercher les dates. hmm. Enfin, il Oui, va les peut-être dates, dire elles que viennent j'ai un des peu. conneries, mais je pense que Elles commencent à devenir un peu toutes seules. où c'est plus facile à choper. C'est Oui, le oui, nom oui. commence à se faire connaître Hmm. et voilà. Euh, En 2004, c'est là que ça devient intéressant pour moi. Jérôme me dit, on enregistre le prochain album, tu veux le faire où? Parce que Ouais, là, on signe chez Warner. Et d'accord. donc, enfin, c'est une licence, mais Oui, oui, n'empêche mais qu'il y a un peu plus de sous. il y a des avances. Et je dis, et puis donc François Pinard, qui était producteur de Cassav à l'époque, entre autres, il dit ben, que lui, il a des plans, par exemple, pour faire ça à Polygone, Ouais. à Toulouse, Mhm, studio résidentiel. Bon, on prend le train, on y va, mhm, je vais visiter, on rencontre Francis Delmas, qui mhm. s'occupait du studio à l'époque. Je sais pas s'il y a encore de monde, Francis d'ailleurs maintenant, qui nous fait visiter. Ouais, super. Je vois la magnifique, c'est une 4000E, tu vois, Mhm, mhm. dans le studio B. Enfin, ils avaient un studio A et B qui était un peu identique, tu vois, construit identique. Euh, et puis François, il me dit, mais tu le sens faire? Je fais, bah non, non, mais je suis pas compétent. Enfin, voilà, Mhm, faut pas déconner. Enfin, tu vois, c'est mhm, avec l'ordinateur de la 4000 et tout, mhm. même avec un assistant, j'avais absolument Mhm. pas les compétences, donc on Ouais. prend un ingé son. On rencontre Bruno Milonas, Ok. qui bossait sur. Alors, à l'époque, Polygone, il faisait vachement de rap, Ouais. énormément de rap. Bruno Milonas, je pense qu'il voit que je nage complètement au niveau technique, donc Ouais. il gère toute la partie enregistrement. Ouais. Ce qui me permet, moi, de me concentrer Sur la réal. sur la réal, sur la Ouais. direction musicale. Mhm. Voilà. Mais du coup, je regrette un peu parce que j'aurais pu profiter, tu vois, à l'époque, pour comprendre comment fonctionnait cette console, pour Peut-être plus, ouais. me concentrer sur l'aspect Ouais. technique. Voilà, ça aurait été cool. Bon, ça c'est pas fait, c'est comme ça. On ressort avec donc c'est lui qui fait le mixage aussi. Ouais. Alors, tout mixé dans la boîte, tu vois. Ok. Déjà, ouais, 2004. Déjà en 2004, ouais. Ok. Bon, je suis pas sûr qu'en 2004 c'était la bonne option. Ouais. Mm. Mais Un bon, peu tôt. un peu tôt peut-être. Mhm. Bon, voilà, on est plutôt content de l'album. Mhm. On fait une belle tournée derrière. Mhm. On fait une scène énorme. Attends, c'est sur celui-là? Non, non, c'est pas sur celui-là qu'on a fait Musilac. Euh, on commence à faire des festivals un peu sympas. Je Ouais. me demande si on fait pas notre première Olympia sur cet album-là. Ok. Voilà. Donc voilà, enfin, toi, ça tourne. Ça va être quelque chose de faire l'Olympia. Ouais, 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 Mhm. on l'a fait plusieurs fois. Je veux dire, Mhm. à chaque fois, c'est la même boule au ventre. Ouais. Je parais calme comme ça, mais je suis un anxieux en fait. Mhm. Et surtout sur scène, Ouais. 25 ans plus tard, je m'y T'as toujours habitue la pas, même. quoi. Éventuellement, enfin, tu vois, Mhm. allez, après 50 dates, Ouais. ça commence, Il ça faut 50 s'estompe. dates pour chauffer Mais n'empêche, le non, monsieur. j'ai toujours Ouais. ouais, mal au bide avant de monter sur scène et Ouais, tout. bah. Enfin, c'est pas cool, quoi. Et à l'Olympia, Ah c'est bah ça va horrible. être. Ah bah oui, ça va être. Alors que c'est pas du, enfin, on fait des zéniths, mais Oui, oui, l'Olympia est plus impressionnant qu'un mais zénith. C'est le nom, c'est le nom, voilà, c'est t'es à le nom. l'Olympia, quoi. C'est un truc de dingue. Et enfin voilà, Mhm. donc cet album se vend plutôt pas Mhm. trop mal. Après, on fait alors là peut-être pour moi où ça devient un tournant où je Mhm. commence à comprendre la technique, c'est l'album d'après. Les paradis disponibles, voilà. Tu vois, je te mens pas, hein, il y a Ouais. vraiment l'ours dans les bras. Ah, Et donc sur l'appétit du bonheur, là je commence à. mais ça, là, on n'est pas encore dans de la musique pour C'est toujours pas de enfants. la musique pour enfants, c'est 2006 ça. D'accord, ok, ouais. Donc 2005, on entre en studio et Ouais. Jérôme me dit avec qui tu veux bosser Mhm. pour faire cet album. Moi toujours dans mes godasses de réal, tu vois, et Mhm. d'arrangeur. Je dis à Jérôme, écoute, il y a un gars dont j'adore le travail, Mhm. je suis fan, c'est Yves Jaget. Mhm. Voilà, il n'y a pas grand chose à acheter dans ce qu'il a fait. Mhm. Enfin, je crois pas qu'il y ait des choses à acheter en Mhm. vrai. Ce qu'il a fait sur Scheller, ce qu'il a Mhm. fait sur Zazie Mhm. surtout, tu vois, je sais pas.
j'ai eu un déclic sur Zazie à partir du moment où c'est lui qui est passé à la prod. Ouais. Donc, T'es rentré dans l'univers de l'artiste. ça veut bien à dire ce moment-là. que quelque part, Ouais. le mec qui fait la réal et puis qui fait le son, ça a un impact aussi Ouais, sur, ouais. sur l'accueil des oreilles Oui, des gens. je suis tu vois. entièrement d'accord avec toi. Et voilà, donc on prend rendez-vous avec cet homme, avec Yves Jaget. Coucou Yves, si tu regardes. Et donc, moi, hyper intimidé. J'étais vraiment déjà hyper humble face à un mec comme ça. Et puis surtout, mort de trouille parce que c'est un super réal. Et... Ouais. J'arrive quand même avec des maquettes plutôt bien gaulées, des multipistes. Alors, on bossait sur Cubase à l'époque, j'avais tout transféré sur Pro Tools. On arrive en studio, dans son super studio à Suresnes, le Yellow Sub, qu'il a revendu depuis. Et c'était c'est pas du home studio, c'est du project studio. Enfin, tu vois, il devait avoir, je sais pas, peut-être 70 mètres carrés de cabine et puis 50 mètres carrés de régie, un truc comme ça. C'est mon souvenir, en gros. J'imagine que tout était bien rempli, achalandé, tout ça. Des racks remplis de matériel incroyable. On commence les prises batterie. C'est là que ça commençait pas bien, cet album. On lui amène un batteur, notre batteur actuel sur scène, avec qui on s'entendait plus bien, qui a pas trop bossé. Et avant d'arriver en studio, et Julien, c'est un super batteur, mais il était pas dedans, il était pas là. Et ça marche pas. Et puis moi, j'essaie de faire de direction musicale comme je peux, mais je suis à côté d'un monstre de direction musicale. Donc, à tu côté sais pas de moi. comment est ta place. Donc je suis là à la console, il y a Yves qui est à côté de moi, puis Yves il commence, tu sais, il s'impatiente, il commence à prendre un peu des initiatives, il dit tu peux refaire s'il te plaît. En fait, il fait mon boulot, quoi. Donc ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, ça se passe pareil. Je vois, après, on arrive le matin à l'heure, très cordial et tout. On enregistre, et puis souvent Yves il se tourne vers moi, il fait t'en penses quoi? Je fais c'est super, c'est génial. Puis à un moment, il me demande, je lui dis c'est super, puis en fait c'était pas super. Parce que c'est difficile le métier de réalisateur. C'est dur, hein. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de psychologie et d'être capable à un moment donné de dire non. Et si tu sais que si tu dis non au studio, ça peut être un frein total, quoi. C'est ça. Donc faut toujours trouver le non. Tu peux casser une énergie aussi. Exactement. Enfin voilà. Et donc beaucoup de psychologie. Ouais. Et puis voilà, moi j'étais vraiment bloqué dans ce truc avec j'ai un monstre à côté de moi, c'est mieux qu'il fasse en fait. Je suis pas bon, ça va être nul. Et donc le deuxième jour, ça manque pas. 9h du matin, on attaque. 9h30, séance démarre. 9h35, Yves sort du studio. Et il dit Jérôme, je peux le voir 5 minutes. Donc Jérôme Nicolet, mon pote de toujours, qui est manager et puis qui venait tourneur de Guillaume, voilà. Bon, ok. Il revient, et puis je lui dis tu fais, vas-y, tu rec, hein, y a pas de souci. Et puis il revient à la console, on a fait une ou deux prises, et puis 5 minutes plus tard, Jérôme, tu peux venir, Jérôme il dit Touf, tu peux venir 5 minutes, faudrait que je te parle. Je fais, oh, ça c'est pas bon. Je pense qu'il va pas me dire un truc agréable là. Et puis Jérôme il me chope dehors, il me fait, en rigolant, il me fait, je sais plus ce que c'est, mais en gros, il me dit, Yves, il m'a dit, c'est qui le mec qui traîne à côté de moi depuis hier, en fait? Et là, je fais, oh, putain, c'est douche froide, c'est, ressaisis-toi, mec. Et là, je me suis ressaisi, quoi. Mais il faut ça. Il faut ça. Ça a été, alors, c'est marrant parce que ça fait partie des questions, c'est que ça, c'est peut-être le premier beaucoup de pompe dans le cul que tu t'es pris, on va dire. Et c'est totalement nécessaire, en fait. Mais exactement. C'est ça, dans ces métiers-là, c'est après, apprendre aussi par ça quand on a un mentor. Je pense qu'il t'a filé le bon coup de pompe au cul au bon moment. Voilà, ouais. Puis il était légitime pour te le donner. Ouais, et puis après, on a reparlé un peu de ça, tu vois. Il avait un bar quand il sortait de la régie où on se détend un peu. Le premier jour, un peu tendu, après avoir pris ça. Donc, et après, on a vraiment sympathisé, en fait. Tu vois, il a un peu une réputation d'ours des fois avec certaines personnes. Yves, quand ça va pas, je pense, enfin, pas une réputation d'ours, mais il est pas d'un abord toujours facile. Oui, mais parce que peut-être qu'il sait qu'à un moment donné. Et avec moi, ça s'est hyper bien passé. C'était très cool, quoi. Parce qu'en fait, les albums, on sait très bien qu'il y a un moment donné, si tu bascules, c'est mort. Ouais. Et ça peut vite être mort. Moi, j'en ai fait les frais parce que je me suis retrouvé dans ta situation à un autre moment et j'ai pas pris les bonnes décisions.
Et l'album, on est allé au bout jusqu'au master et le groupe a splitté et on a acheté l'album. Ah ouais. Et donc, donc les coups, c'était. Bah, tu vois, par exemple, la réaction, c'était bon, Julien, notre Mmh. batteur, tu es très Mmh. gentil, mais ça ne le fait pas. On va faire revenir un autre batteur, Ouais. qui était Bichon, notre ancien batteur de cet album-là, Ouais. qui était un batteur un peu foufou, Mmh. enfin très instinctif, qui Mmh. avait tendance à en foutre partout, qu'on avait du mal à canaliser, Ouais. mais pour le coup, Mais qui qui avait un pouvait être groove. magique. Le mec, il joue un 4/4, t'as envie de taper du pied, quoi. Ah Tu ouais. vois, c'est Ouais. voilà, Ouais. c'est et c'est ça qu'il fallait pour cet album. Donc Donc prise de décision, bam. voilà, on prend une décision, et ça, c'est une décision de réalisation pour le Ouais. coup. Donc en Voilà. fait, toi, tu passes l'album à rentrer dans le costard de Réal, De quoi. réal, ouais, 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 et je remercierai jamais assez Yves Jager Mmh. pour ça, enfin, Mmh. où il m'a fait comprendre. Pareil, plus tard, en fait, quand il mixe l'album, Mmh. euh, je suis à côté de lui, Mmh. j'essaie de choper des trucs, tu Mmh. sais, Mmh. et puis je le vois qui ronchonne parce que les pistes de voix, elles Mmh. n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il attendait, tu vois, Ok. sur ses standards actuels. Mmh. Bah, tu vois, à l'époque, il faisait Ségara, il faisait Ouais. des trucs avec, où les voix, elles sont quand même monstrueuses, Ouais. quoi. Ouais. Et puis c'est là que voilà, il me dit, tes comptes là que t'as fait, on peut peut-être faire mieux. Tu veux pas regarder un peu mieux? Je fais OK. Et puis non, surtout, c'est pas ça. Il ose pas, il est gentil, donc il ose Mmh. pas trop me le dire non plus. Ouais. Et je vois qu'il s'énerve, c'est qu'il Oui, oui, s'agace. parce qu'en fait, il n'arrive pas. Et puis je dis, tu veux que je reprenne? Et puis il fait, écoute, effectivement, c'est bien qu'on en parle. Ça, c'est pas mon boulot, et Mmh. je pense que c'est le tien. Ouais. Et puis il me dit, regarde là-bas. Et puis en fait, il m'avait installé une petite station Pro Tools Allez, dans la va cabine. au coin, va au coin. Dans la régie, tu Ouais, vois, ouais. qui servait plus à ce moment-là vu qu'il était en mix. Mmh. Et donc je faisais les edits, les Ouais, edits, les mélodies, j'éditais les batteries pour les rendre un peu plus carrées, ouais, voilà. ouais. Il m'a appris, la réal, quoi. Ah, j'ai plus de Ah, lumière. t'as plus de J'ai lumière. plus de lumière. Bon, on Ok. va, on va continuer de toute façon, ça va être. Ouais. Ok. Voilà. Donc le truc qui est génial aussi avec Yves, c'est que si t'es là pour si t'es là pour écouter, en fait, le mec, il va pas te cacher des trucs, en fait. Ouais, oui, oui. Il va pas être volubile comme ça. De Mmh. toute façon, tu mixes pas voix haute, hein. Par Ouais, contre, tu regardes mixer, tu te dis, bah, pourquoi tu mets un compresseur comme ça sur la ouais, caisse ouais, claire? Et là, en fait, super gentil, quoi. Il s'arrête ouais, 5 minutes. ouais, Moi, je déteste m'arrêter dans mon flow de mixage, ouais, c'est ouais. chiant. Oui, oui, parce Et, qu'après, lui, il s'arrête. Il s'arrête ouais, pour te pour dire, bah ouais, parce t'expliquer. que Ouais. tiens, tu vois, si j'enlève, ça fait ça. Mmh. Si je le remets, ça fait ça. Ah ouais, ok, c'est cool ça. Mais je pense aussi parce que c'est des gens qui ont appris à la même place avant, c'est-à-dire qu'ils avaient un mentor Ouais, qui ouais, prenait ouais. aussi le temps d'expliquer aux Padawan, je dirais, Ouais, c'est ça. quand il posait des questions, tiens, mais pourquoi? Et puis c'est vrai qu'on est toujours intéressé quand il y a un jeune Ouais, ouais, ouais. qui pose la bonne question, quoi. Oui, ouais, ouais. Tu vois, tu te dis, bah, il est pas con, parce qu'il a bien vu qu'il y avait un truc spécifique, donc Voilà. tu as envie de lui répondre. Et après, bon, faut être honnête, hein, c'est pas parce qu'il donne tous ces trucs que tu vas mixer comme lui, hein. On en Donc, avait parlé sur Andrew Sheps, ouais, on ouais, a ouais. vu sur Mix Master ensemble, Voilà. voilà. Mais par contre, tu t'imprègnes de trucs, en fait. Tu C'est ça. t'imprègnes de plein de choses, et tu dis, ah ouais, lui, il le fait comme ça, toi, tu le reproduis, ça sonne pas, Non, mais dans l'eau, il va y avoir un mais truc qui va faire que ça il y a des marche. choses à prendre, ouais. Exactement. Toujours, toujours. Ouais. Et donc, après, donc, vous avez cet album-là, et Et puis c'est quand au moment où vous passez sur les c'est enfants? juste là qu'on entre sur Enfantillage. C'est à la fin de D'accord, cet ok. album-là, Ouais. qui est plutôt un succès, qui marche bien. Mhm. On fait 20 000 personnes à Musilac sur un festival, tu Ok. vois. Ouais. C'était génial, quoi. Ouais. Bon, ils étaient pas venus pour nous, hein, mais n'empêche on les a captés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, Guillaume, il vient avec ses chansons pour enfants, Mhm. qui traînaient depuis un petit bout de temps Ouais. d'ailleurs. Tu vois, Super Mamie, enfin les grands standards pour louper l'école. Mhm. Il fait écouter 2-3 trucs. Bon, moi plutôt enthousiaste. Je me dis, ouais, ça Mhm. peut être cool. Jérôme plutôt enthousiaste aussi. Le producteur de disques à l'époque, François Pinard, qui Ouais. faisait le tour, et puis Ouais. moi enthousiaste, mais il Bah oui, joue le parce jeu. qu'en fait, c'est une autre, c'est Il dit, un. c'est quoi votre délire là? Mais ouais, c'est ça, quoi. C'est Parce que dans le disque, on fait pas ça. Non, non, non. On est bien d'accord. Alors Guillaume, il était emploi jeune à l'époque. Mhm. Alors, est-ce qu'il était encore emploi jeune? Je suis pas sûr, mais il a dû. En tout cas, il était emploi jeune quand même pendant quelques années dans une école où il était Ouais. animateur périscolaire. D'accord, ok. Et il faisait beaucoup de musique avec les gamins. C'est à cette époque-là qu'il a fait les morceaux, et qu'il a compris, lui, que ça marchait bien, en fait. Ouais, ouais, Voilà. Il a vu un public là, ouais. là où nous, on ne voyait pas Ouais. forcément. Et donc à ce moment-là, moi, je commence à avoir un peu plus de matos aussi, tu Mhm. vois. Et je dis, je reprends la réal.
enfin, je reprends le côté ingé son, voilà. On se loue une maison, un peu à la campagne. Ouais. On s'isole pendant 10 jours. Ouais. On fait toutes les batteries là-bas, on fait tout en heureux. Enfin, voilà. Et puis on arrange le morceau en groupe avec Jean-Cyril Masson à la basse, Cédric Desmazières à la batterie, Bichon, Guillaume aux guitares. Alors notre guitariste de l'époque, François Grimm, qui joue avec nous sur scène, lui il a pas suivi sur le truc pour enfants. Ouais. Je pense que ça lui parlait absolument pas. Ouais. Alors après, quand on a reparlé ensemble, il dit j'ai peut-être fait une connerie, mais bon, voilà. Ouais. C'est une question de choix. Question de choix, comme ça. Donc on s'est retrouvés à 4 sur la route et en studio. Donc on fait ça vraiment en groupe. On sort cet album. Alors et puis alors le truc rigolo, tu vois, un peu ce qui fait la signature d'Enfantillage avec le recul, je pense. C'est cette décision qu'on a prise, enfin, avec Guillaume, où je lui avais proposé finalement de faire des arrangements pour grands, pas pour enfants. Sachant que ces textes, c'était pour enfants, mais il y avait quand même les 2 niveaux de lecture et on s'était dit, mais pourquoi faire du glockenspiel, du mélodica, puis du ukulélé, comme tous les trucs pour enfants. On va pas faire un truc cheap, on va faire un truc comme si ça pouvait plaire aussi aux parents finalement. Voilà. Et à cette époque-là, je crois que Guillaume, on se dit aussi, ça serait bien d'avoir plein d'invités aussi, ça peut être cool. Enfin non, c'est pas ça. On se dit, ça serait cool d'avoir un invité. On avait toujours eu un invité par album. Sur celui-là, je sais plus qui c'était. On a vu Jeanne Chéral et puis Amélie Crillon sur le CD d'avant, celui enregistré à Toulouse. Et on se dit, on aimerait bien avoir un invité quand même, ça serait cool. Donc, pour être sûr d'en avoir un, Guillaume, il en avait 10, quoi. Tu vois, il passe plein de coups de fil, on envoie les morceaux. Et vous retrouvez avec les 10. Et la tuile, c'est que tout le monde dit un peu OK, quoi. On se dit, mais merde, comment on va faire? Et c'est là qu'est né un peu le concept d'Enfantillage où chaque album, chaque titre, c'est un peu des invités. Enfin, il y a beaucoup de séries invités. Ça vient de ça, ça vient d'une erreur, finalement. Enfin, d'une erreur, d'un heureux hasard. De peur de manquer, et en fait, tout le monde répond présent. Je veux pas dire de bêtises, je pense que la première à avoir dit OK, je sais pas si c'est pas Clarica sur Super Mamie, tu vois. D'accord, OK. Ce qui était très cool, on adorait ce que faisait Clarica à l'époque. Moi, un de mes, alors c'est là qu'on rencontre Boots, tiens, d'ailleurs, sur Enfantillage. On cherche un petit studio à Paris, on se retrouve au studio de la Reine. On retombe sur cette espèce de bourguignon expatrié à Paris, qui est pas le dernier pour déconner. Et Boots, c'est hyper agréable de bosser avec lui, c'est un pôle de bonne humeur dans le studio, ce mec-là. Ouais. C'est génial. Boots, on est toujours resté en contact en fait, même quand on a arrêté. Enfin, on a fait cet album, uniquement cet album avec lui. Puis après, bon, j'avais moins besoin d'un assistant, enfin, parce qu'il était là en assistant finalement. Ça s'était hyper bien passé, mais après, tu vas dans le studio et c'est d'autres assistants. Enfin voilà, on n'a pas forcément rappelé. On l'a rappelé. J'ai rappelé beaucoup plus tard pour me filer un coup de main sur un coup de bourre de mix. Hein, mais donc, enfin bref, au studio de la Reine, rencontre avec Boots, on rigole beaucoup. On passe des moments très, très marrants, d'autres un peu moins marrants avec certains invités, mais je ne peux pas en parler. Il m'en a dit en parle un peu en off, mais ça restera. Ouais, en vrai, c'était terrifiant parce que c'était un mec hyper connu. Et je l'ai revu plein de fois après. En fait, il est très gentil, il est très sympa, mais c'est juste qu'on était hyper impressionnés. Puis il avait un rapport assez froid, tu vois. Et donc on était. Donc quand on en reparle, c'était. Tu vois, le mec qui te dit, c'est quoi, tu sais, tu mets un micro, pour Guillaume. Il vient écouter. Et puis il dit, c'est quoi le micro que j'ai, moi? Et puis c'est quoi surtout le micro qu'a Guillaume? Il chantait dans un C700 Josephson, super micro, qui était probablement mieux que le U47 Vintage qu'on avait mis, quoi. Et de toute façon, l'artiste en question, là, super feuille, quoi. Il dit, ouais, je crois que je vais chanter dans celui-là plutôt. C'est le mec qui choisit le micro dans lequel il chante. C'était la gloups. Il fait, par ailleurs, ma voix, j'ai l'impression qu'elle est compressée, là, non? Je te mens pas, je compressais 2-3 dB 1176, pas grand chose, mais ouais, elle était compressée, et il le sent. Je fais, c'est possible, j'ai le compresseur, je préfère à la prise. Ouais, donc, ouais, bon, le mec, il avait du. Ouais. On a tous pris pour son grade, hein. Boots, il lui dit, monsieur,
J'ai failli dire le nom. J'aurais coupé. C'est ça, ça va dans le casque qui fait, tu le saurais déjà. Sauf que en fait, tu sais, c'était sur le ton de la plaisanterie, mais nous, on l'a pris froidement, quoi. Ouais. On n'était pas frais le jour-là, c'était très drôle. Ouais. Ah, Ouais. c'est aussi un autre apprentissage du métier. Oui, c'est ça. Enregistrer les stars. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Un moment, moi, que je garde vraiment très fort dans mon cœur aussi, tu vois, de cet enregistrement-là, c'est un morceau qui s'appelle Pas plus compliqué. On enregistre Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, moi j'ai grandi avec les Fabulettes, tu vois. Et si t'écoutes les Fabulettes maintenant, mais ça n'a pas pris une ride, les arrangements et ça tombait par terre. C'était hyper bien écrit. Et je me retrouve donc avec Anne Sylvestre au studio qui a écouté le morceau, mais qui voudrait bien répéter un peu. Et je me mets au piano et j'accompagne Anne Sylvestre, quoi. Ouais. Oui, ça va être un beau moment. Ça va être un beau moment. On dit que plus l'émotion est forte, plus tu gardes le souvenir longtemps. Ouais. Mais jusqu'à la fin de ma vie, ça. Enfin, tu ressens encore la pièce, je me rappelle de chaque instant. C'est ouf. Ouais. C'est ça qui est beau dans nos métiers aussi. Ouais. C'est ces moments de grâce. Oui, je me rappelle qu'on cherchait une deuxième voix, un truc comme ça. Enfin voilà, donc vous écoutez les accords et puis elle chantait en même temps. C'était hyper cool. Et donc, ça a été le premier enfantillage. On a eu un deuxième. Alors, entre temps, on a refait un album pour adultes. Ok. Qui a fait plouf. Voilà. Ouais. Parce que les gens nous attendaient plus du tout là-dessus. Ouais. La tournée enfantillage, ça a été très compliqué d'ailleurs. Tu sais, les salles, au début, elles voulaient pas de nous. Ouais. Elles ont reçu l'album, elles ont dit, mais c'est quoi? C'est un truc pour les enfants ou pour les parents? Ils comprenaient pas. Et surtout quand t'es dans un, on sait très bien que le marketing entre guillemets, t'as marketé ton artiste, était dans une cible et que là tu passes sur le truc pour enfants. Et Lionel Villabier, qui était notre booker à l'époque, il nous avait envoyé une tournée. On l'avait appelé la tournée TBC, c'est To Be Confirmed. Ouais. Il y avait 70 dates et TBC, rien de confirmé. On a tous failli perdre notre statut d'intermittent à l'époque, c'était l'enfer. Ouais. Et la condition pour qu'on joue souvent notre spectacle enfantillage l'après-midi, c'était de faire le spectacle adulte le soir. Donc on avait monté un deuxième répertoire, un best-of Aldebert. D'accord. Donc vous faisiez 2 concerts. On faisait 2 concerts dans la journée, ouais. Vache. Et ça durait 6 mois. Et après, avec le bouche-oreille et tout, l'enfantillage s'est explosé, quoi. D'accord. Et on nous a plus embêtés à faire du best-of le soir ou je sais pas quoi. Ça y est, on faisait de la chanson pour enfants, enfin jeune public. Ok. Et donc on va avancer aussi. Ouais. On arrive à ce projet de Aldebert. Ouais, après plein d'enfantillages, plein d'invités. Voilà, plein de trucs. Et donc à un moment donné, qu'est-ce qui vous... Alors, vous écoutiez du métal, j'imagine. On écoutait du métal, beaucoup. Ça se sent sur scène. Beaucoup de métal prog. Guillaume, beaucoup de métal, tu vois, très Iron Maiden, très Motley Crue, tout ça, voilà. Donc moi j'écoutais peut-être un peu moins, mais j'écoutais quand même. Enfin, moi c'était plus Dream Theater et tout ça. Puis Team Halloween, tu vois. Donc voilà. Ouais, vous fallait qu'il y ait des claviers dedans. Un petit peu, pas forcément en avant, mais un petit peu le clavier, quoi. Et donc on a ce projet Aldebert, enfin où Guillaume il veut faire un album de métal pour enfants. Ouais. Et puis mais ça n'a pas été fait, donc c'est sûr qu'il faut le faire. Bien sûr. Alors ce qui est drôle, c'est que dans vos prises de risque, là, à un moment donné, c'est peut-être la pire depuis Enfantillage 1 en vrai. Hein. C'est la plus grosse rupture de carrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, ce qui est intéressant dans le parcours, c'est que vous avez avancé toujours en autonomie. Donc vous étiez toujours en contrat de licence auprès des majors, mais vous étiez vos propres producteurs. C'était Ouais, on a été en licence, que ce soit avec Sony ou avec Warner, on était en licence. Voilà. Donc alors Sony, non, Sony, je dis des conneries, non, on était c'est pas vrai ce que je dis. On était en licence chez Warner, par contre, on était en artiste. Sony. D'accord, ok. On est en artiste chez Sony, mais Sony, ils ont toujours eu l'intelligence en fait de voir qu'il y avait une équipe qui fonctionnait. Ouais, et donc ils laissaient. Alors si ils nous mettaient on avait notre directeur artistique, Vincent Blaviel, super DA d'ailleurs, c'est lui qui avait signé Benabar à l'époque, tu vois, par exemple, chez Sony, qui venait à Besançon avec sa guitare, il jouait 2-3 trucs. Et ok, Vincent, c'est super, on va pas faire ça. ou des fois on faisait ça, mais globalement, il nous foutait une paix royale, quoi. C'était génial.
Donc à un moment donné, vous dites tiens, on va reprendre des risques parce que sinon c'est pas drôle Ouais. et on va faire un album métal. pour Ouais, c'est la enfants. première fois qu'on fait un album monothématique, en fait. Ouais. Tu prends tous les enfantillages, il y a toujours plein de styles. Enfin, tu vois, Oui, oui, oui. tu vas passer de la salsa Effectivement, il y a des guitares, il y à avait des du petites incursions avec ouais, des trucs ouais, plus Hyper rock et Actif tout était ça. très rock. Mhm. Le morceau qu'on a fait avec Peter Garrett aussi, de Midnight Mhm. Oil sur Mhm. Enfantillage 4, Mhm. très rock aussi, mais à la Midnight Oil, pas Mhm. tu vois, il y a guitare Oui, crunch plus plus, pop pop rock. rock quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc on fait cet album Eldeber qui est totalement monothématique, Ouais. mais sachant qu'en vrai c'est pas monothématique parce que le métal t'as plein de chapelles. Oui, oui, bien Donc sûr. tu vois, il y a tu prends le Temps de Vivre par exemple, il est très très coloré métal indus Mhm. avec énormément de claviers, Ouais. batterie Ouais. très carré, un peu électrique callboy on va dire Oui, oui. aussi, tu vois. Et puis même Guitar Hero, lui pour le coup, il est pas Guitar métal. Hero, il est pas métal Il est du tout. rock'n'roll quoi. Non, C'est un album. Puis même le premier avec Yarol Poupeau, Yarol euh, Poupeau, c'est rock'n'roll. c'est Il rock'n'roll s'appelle quoi. rock'n'roll et c'est Voilà, du c'est du rock'n'roll. rock'n'roll quoi. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'après il y a des titres où Ouais, ça envoie de la double, il y a de la guitare. ouais, 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 bah, on a tous les marqueurs du métal quand même, Exactement, ouais. les guitares vraiment très high gain, Les mitraillettes de drrrr, comme ça, voilà. voilà, Enfin, les staccato. Alors Guillaume adore les solos de guitare, il y a des solos de guitare dans tous les morceaux. mais oui, ça fait partie du cahier des charges quand même. Ouais, peut-être un peu trop, mais parce que dans le métal, t'as plus forcément des solos partout. Ah ouais, le solo revient. Ouais. Et sincèrement, je trouve que pour les mômes, moi je vois moi mes mômes, Mm. c'est pas, il y a pas de, au contraire, si tu veux, c'est un peu le moment où ils écoutent et ils se rendent compte ce qu'est un solo en fait. Sans te mentir, je pense qu'il y a que dans le temps de vivre qu'il n'y a pas de solo de guitare, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Sur 14 morceaux, il y en a un où il n'y a pas de solo, quoi. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai qu'il y a des Même solos. dans la balade, il y en a un, quoi. Ah, c'est bien. Et Still Loving You, merde. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait. Et donc là, vous partez dans ce délire. Ouais. Et là, On- j'imagine que vous savez pas du tout. Figure-toi que j'ai beau en avoir écouté beaucoup Mhm. entre mes 17 ans et puis mes 23 ans, je ne sais pas comment ça se produit, ce truc-là. Bah oui. C'est c'est quand même une chapelle où c'est peut-être le seul style où tu as des mecs, des ingé sons qui font que Que ça, ça. Exactement. hein, Parce tu que t'as vois. des codes sont très C'est marqués. très très codifié, Voilà, c'est très codifié. voilà. Et donc c'est là qu'on voulait Boots. Alors Ouais. Boots, il avait parce bossé avec parce Dagoba, que il voilà, avait. Boots exactement, il sait faire. Puis tu vois les prods qu'il fait lui Mm, en musique de librairie, il a une certaine très marquée métal et mm, ça sonne super quoi. mm, mm. Euh, et bon alors après avec beaucoup de discussions avec Boots, il a pensé que c'était mieux que ce soit moi qui le mixe quand même. Ouais. Bon après, il a toujours été une oreille bienveillante. Enfin, tu vois, tu toujours les mix et les Mm, retouches de mix évidemment, mm, et dans les retouches, il était d'une grande aide, mais mm. pour lui, et là où peut-être, il a eu raison, c'est que faut que ça reste aussi, un album grand public et ça, c'est un truc que je sais faire finalement. Mm. Tu vois? Mixer la voix de Guillaume pour que ça reste un album d'Aldebert. C'est la grande force, je trouve aussi du projet, c'est que Mmh. même dans les sons de guitare, même dans tout, c'est-à-dire qu'on a les codes, Mmh mh. mais en même temps, j'allais dire c'est aseptisé, c'est pas péjoratif du tout, Ouais. mais il y a ce qu'il faut pour que les mômes puissent rentrer, mais glisser dedans en fait. Ouais, alors, un petit scoop, tu vois? Que je Mhm. vais te livrer comme ça, on a toujours eu ce petit regret avec Guillaume à la Mhm. réécoute, enfin, tu vois? Mhm. On est assez fan d'Ultra Vomit, on aime bien le son, d'Ultra Vomit, Ouais. un peu plus dense, plus léché. Après, Plus Fred Duquesne. Fred Duquesne évidemment, Ouais, ouais, ouais. grand Fred Duquesne. Mhm. Où mais peut-être les voix sont peut-être un peu trop enterrées par rapport Chez Fred à Duquesne ou ouais, chez Fred. chez Ultra Vomit, Ouais, ouais. bah, de toute façon, tu as pas le choix si tu veux des guitares ultra Ah bah présentes, ouais, tu es dans un ouais. peu les mêmes C'est, fréquences que la mais voix. c'est le son du Ken quoi. C'est le son du Ken? Ouais, ouais, ouais. Moi je suis pas fan. OK. Mais bon après voilà, Alors Guillaume est ultra fan de ce son-là. ouais, À un moment, on a failli contacter Fred pour mixer l'album ouais. et voilà, après cette concerto dans l'équipe, on s'est dit: «Après, pour un album pour enfants, pour faire Et ben ressortir les voix, je c'est pense que peut-être ça aurait été une pas». erreur. Ouais, je sais Enfin pas. après voilà, moi je pense que Moi, tu vois, je suis ultra fan de ce qu'il fait sur, mmh, que ce soit sur Mass mmh, ou sur Ultra Ultra Vomit, hein, Vomit. évidemment, voilà, mais notamment le dernier Mass, ça sonne, Mmh. monstrueux, quoi. Bon, on sent qu'il est guitariste, hein, voilà. Ouais, ouais. Et donc voilà, mais là, je suis en train de tout remixer, Ah bon? Hildebert, Ouais. en me rapprochant d'un son un peu
plus Mais guitaristique. juste pour le plaisir ou Et pour alors, peut-être faire une sortie je pense qu'on va faire on va appeler ça un remaster, alors que c'est remixé. Ouais, Ouais, mais on va ouais, appeler ça un remaster parce que le remix, les gens ils vont se dire ouais. c'est un truc électro ou je sais pas quoi. Mhm. Donc Et- on va sortir. C'est pas un problème qu'on fasse une version remaster 2025. D'accord, plus rock, enfin plus Plus métal, on va dire. péchu, bah, Plus plus métal. ouais. Ouais. Je pourrais te faire écouter un coup tout à Ouais, l'heure, ouais, le ouais. avant-après, ça peut être rigolo. Ça Je m'intéresse. suis curieux d'avoir Ouais. ton avis, voir si Et donc c'est. là, pour cet album-là, là c'est le premier que tu réalises complètement, c'est-à-dire que tu mixes, t'as fait le master, tu m'as dit Non, aussi, non, non. Alors non? tous les enfants depuis enfantillage Tirage 1, C'est toi qui aux commandes. je suis aux commandes. Voilà. Ouais. Alors après, à partir d'enfantillage 2, il y a Mhm. Hubert qui est arrivé dans l'équation, Ouais, plus aux arrangements. Alors, et Hubert surtout, c'est un homme orchestre. ouais, C'est un bon batteur. ouais, C'est un excellent guitariste. ouais, C'est un très bon pianiste aussi, sûrement ouais. meilleur que moi. Enfin voilà. Mhm. Donc sur les arrangements, Hubert, il est capable de te pondre un arrangement d'un morceau à partir d'un guitare-voix en 2 jours, quoi. Hubert, il est à la basse Et là, sur la alors tournée. là, il est à la base sur cette tournée, mais Voilà, sur c'est les lui que tournées j'ai d'avant, il rencontré était à la aussi. guitare. D'accord, Voilà. ok. Il est plutôt guitariste. D'accord. Euh, et donc voilà, c'était vraiment toujours fait à 4 mains avec Hubert, Ouais. à part le premier enfantillage, mais où je gardais toujours la partie technique, on va dire. Mhm. J'ai pas toujours fait les mastering. Par contre, les mastering, on a souvent bossé avec Jean-Pierre Chalbot à la source. Ouais. J'aime beaucoup la couleur, tu vois, Mhm. qu'il amène. Mhm. Euh, puis après, je me suis lancé dans le mastering aussi. Enfin, Ouais. je fais énorme. Là, l'activité de mon studio, de Little Big Music, Ouais. à part Aldebert qui me prend un temps énorme, Ouais, parce ouais, parce que, que et tu en plus, vois, t'es sur la scène et voilà. bah oui, puis en fait, il fait pas que les disques. Il y Mhm. a toutes les histoires Ouais. lues qu'on illustre, voilà. Les Mortels Adèle. Ah oui, alors ça, c'est pas Aldebert. Enfin, Guillaume, Ouais. il a fait que la compo, mais voilà, Ouais. c'est Antoine Doll qui a fait les D'accord. textes. Et c'est pas vous qui les avez enregistrés, Si, par rangés? contre, Si. avec Hubert, là, Ouais. on a fait tous les Ouais, arrangements à deux, ouais, ouais, ouais. je les ai aussi à la maison. Ah, t'as ça, Ah ouais, bah oui, ouais. bah ma fille, Mortelle Adèle. Alors, Mortel Adèle, de tout ce que j'ai fait, c'est probablement le truc qui a été le plus entendu, tu vois, Ouais, au niveau français, parce que c'est incroyable la portée de ce truc, quoi. c'est des sorties, enfin, tu vois, les livres, ils en vendent 200, 300 000 exemplaires, c'est monstrueux. Nous, c'est ça, nous on a eu le CD enfin, en achetant le livre C'est et plus gros voilà. qu'enfantillage, ouais, ouais, ouais. Ah, On s'est éclaté en faisant ça, tu vois, c'est encore plus, enfin, on avait liberté totale, en fait, on a fait nos ouais, trucs à nous avec UR. ouais, ouais, Là, ouais. c'était vraiment, C'est d'ailleurs c'était très là-dessus cool. on entend des guitares. Je pense que ça a été aussi peut-être un Ah! des premiers trucs où on commence à avoir des trucs un peu plus avec un peu plus de guitare, non? Peut-être, ouais, Ouais, ouais. ouais. Parce que Ah! Non, non, on a il y toujours avait des morceaux un peu rock dans Aldebert, d'accord. ouais, ouais. Mais ouais, là, on s'est lâché. On a fait Ouais, Nawak, c'était drôle. ouais, Enfin, Nawak. Non, parce qu'Antoine Doll, il avait des exigences assez particulières sur certains morceaux. ouais, Voilà, donc on a suivi ses idées aussi. Antoine Doll, c'est le dessinateur de Mortel Adèle, mmh, qui a des idées assez fixes ouais. sur son Donc personnage. Et en gros, il vous pitch il nous pitch exactement ce ce qu'il qu'il a a envie d'entendre. besoin et puis voilà par rapport aux Mais il idées, est quoi. pas musicien du Ouais, tout. Ce qui l'empêche pas de chanter très ouais, bien, ouais, accessoirement. ouais, ouais. Il a chanté sur un des titres, je sais Mmh, plus quel personnage il fait dans Mortel Adèle, enfin bref. Mais il est pas musicien, enfin, tu sais, il sait ouais, pas lire la musique, il sait pas jouer d'instrument, donc ouais, voilà, c'est toujours compliqué de parler avec des non-musiciens, ouais. d'arrangement. Pour lui, il voyait pas ce que c'était, Oui, oui. on Mais par l'exploite à contre, il a une moitié. idée. Il Voilà, par sait et contre, il puis y a il une va vous idée. donner des trucs. Alors par contre, il sait très bien ce qu'il aime et Mmh. ce qu'il aime pas, donc Ouais, ça va ouais, vite, ça c'est cool. ouais. Donc là, en fait, depuis, des années, entre ce projet, on va dire un peu improbable d'Aldebert et les enfantillages, ça vous a amené à faire pas mal de réal, pas mal de choses. Plein de collabs, Tu me ouais, dis en ouais. plus, bon, vous êtes complètement indépendant, donc vous travaillez maintenant pour d'autres. Enfin, tu travailles aussi, tu fais de la Oui, réal pour d'autres artistes. on vient de sortir l'album de Vincent De Dienne, par exemple, Voilà. qui est multi-compositeur. Enfin, tu vois, Ouais, les gens qui ont amené qui ont amené les titres, c'est l'ancienne nouvelle scène France, qu'on appelle la nouvelle scène ouais, française. Alban de la Simone, Florent Marchais, bah, Guillaume évidemment, qui est ouais, dedans, Jeanne Chéral, ouais, Alex Baupin, enfin je vais pas tous les citer, mais voilà, tous les gens qu'on a vachement écouté. ouais, Avec Hubert, on était hyper content de faire les arrangements de cet album, c'était ouais. super chouette. J'ai foutu les cordes partout d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher. Donc ça, en fait, là, ça vient parce que vous sortez des projets, parce que les gens écoutent ce que vous faites, ils Ouais. disent tiens, ça peut être bien. Mm. Donc vous êtes complètement indépendant, vous avez votre propre structure, Oui. que ce soit pour la tournée, Ouais. que ce soit pour La les prods. tournée, c'est le mur du songe, c'est la boîte de Jérôme. Ouais, Little Big Music, c'est
le studio, on va dire. Ouais. C'est un peu ma boîte, c'est dans laquelle je suis majoritaire en tant qu'actionnaire, on va dire. Puis c'est toi qui officie, on va dire, le plus, que tu Oui, t'occupes oui, de oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. des réals. Alors on est moite-moite avec Hubert en fait. Hein. Mmh. Là-dessus, il a son studio aussi dans le Nord Ouais. où il fait plus de prises, il fait pas de mixage Hubert. Mmh. Ici, c'est vraiment mixage mastering, quoi. Ouais. Et arrangement, tu vois. Ouais. J'ai mes claviers qui sont jamais loin. Mmh. Et puis on a il y a une troisième boîte aussi dans l'histoire, c'est Abon Publishing, c'est la boîte de Guillaume. Ça, c'est vraiment Pour la partie des éditions. c'est les éditions. Ouais, c'est la partie éditoriale. Ouais. Et on est tous un peu actionnaires dans les boîtes les uns des autres. Ouais. Comme ça, c'est très cool. Donc en fait, c'est une histoire C'est une sorte de d'amitié copain et aussi. d'amour Ouais, c'est ça. depuis 25 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est exceptionnel. C'est grandiose. Ça doit être assez rare, ouais. Bah Ouais, oui, parce que dans la musique, on sait comment ça se passe. Mhm. On a beaucoup de copains, Ouais, mais avec qui on peut vite se fâcher. c'est sûr. Et donc, ce qui est incroyable, moi, je trouve, c'est de voir que vous avez évolué ensemble. Ouais. Et puis, sur des projets qui étaient à chaque fois avec une prise de risque. Ouais, 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 ouais. Et comme on dit, sans risque, il n'y a pas de récompense, mais vous avez su prendre un moment donné. En vrai, voilà, Enfantillage 1, c'était très enfant. Enfantillage 2, on commençait à taper sur des trucs un peu plus produits, plus adultes, enfin, qui parlaient plus aux parents. Peut-être que Enfantillage 3 et 4, tu vois, on était un peu dans la zone de confort. Et là, on s'est foutu un bon coup de pied dans le cul sur Eldebert. Ouais. Et donc, le prochain, bon, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y en a un qui était en cours. Ouais, ça va être un Enfantillage 5. Voilà, on repart sur... je serais pas étonné qu'il y ait un petit morceau métal au milieu. Ouais, il y a un petit peu de guitare, quoi. Mais, oui. mais... Et donc, là, vous travaillez comme ça, je dirais, en totale autonomie. Ouais. Et Guillaume, il nous envoie les morceaux guitare-voix, en fait. Ouais. Alors, depuis qu'il a Pro Tools, il s'amuse un peu à faire du lead drummer. Enfin, tu vois, il nous met 3-4 pistes, quoi, des idées, des directions. Et donc, vous voyez comment Alors, on parle beaucoup des maisons de disques, de Spotify, de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune musicien qui a envie de devenir pro, ou en tout cas qui a envie de vivre de sa passion, d'avancer dans ses projets, et que la grande leçon que tu as appris, et qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je crois que faut pas imaginer qu'on peut tout apprendre tout seul rapidement, en fait. C'est-à-dire que s'il veut aller vite, je pense qu'il faut qu'il rencontre les bonnes personnes, qu'il lise les bons trucs. Après, s'il a le temps, il peut faire comme moi et puis errer un petit peu et découvrir plein de trucs. Mais je pense que tu sais, on est vraiment dans un monde où tout devient virtuel, tout devient à distance, tout devient on apprend tout par YouTube. Après, en vrai, je pense que l'échange avec des gens, une sorte de mentorat entre guillemets, tu vois, c'est important. Ce qui est dur à trouver aujourd'hui, mais c'est vrai que pour avoir fait Mix with the Master aussi comme toi, d'être une semaine enfermé comme ça avec un cador, c'est incroyable. Et les infos et comment dire, il y a pas que, enfin il y a des infos techniques, mais pas que, parce que c'est vrai que on parlait tout à l'heure de Pure Mix, de Mix with the Master, il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs qui sont très bien, voilà, il y a plein de choses à aller chercher, mais le fait de voir le bonhomme pousser les boutons et de voir la manière dont il interagit avec et les machines et les gens, c'est top, quoi. Ouais. Mix with the Masters, je suis allé un peu, on va dire, circonspect. Je me disais, est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose d'un mec qui est aussi haut? Et puis surtout, est-ce que vraiment en une semaine on apprend quelque chose? Alors la réponse c'est 2 fois oui. Et t'es en immersion, donc finalement t'apprends énormément aussi de la discussion avec tes collègues. J'ai adoré, je suis resté en contact avec des gens, tu vois, de cette époque-là. C'est vraiment très sympa. On était tous à des niveaux très très différents. Puis il y a des gens partout dans le monde. Parce que je sais pas combien t'avais de Français, mais nous on était que 2 Français. Enfin, il y avait en plus de moi. Non, c'est ça, nous, on était 2 Français. Ah non, il y avait Alex aussi. 3, on était 3. Nous on était 2 Français, et après il y avait des gens partout dans le monde. Et c'est génial. Après, on a vraiment joué le jeu. Enfin, tu vois, ça parlait tout le temps anglais. On n'a pas fait un clan de Français. Enfin, ça n'a aucun sens. Autant profiter de la richesse de. Exactement. Et l'ambiance est tellement sympa dans ces stages. J'ai peut-être envie d'en refaire un, tu vois. Moi aussi. Je sais pas encore avec qui, mais moi aussi, c'est un truc que je me suis dit, je referais bien pour. C'est pas parce qu'on a 50 piges qu'on apprend plus. Hein, exactement. Non, puis comme tu dis, c'est moi, j'ai tellement appris. Et alors pourtant, Andrew Scheps,
Il y a des trucs que, comme toi, je suis reparti avec sa template et puis qui marchait pas. Ouais, ouais, Qui oui, marchait oui, pas pour mes oreilles. ouais. Puis voilà, donc j'ai appris à faire des choses, mais il y a des trucs qui m'ont marqué, quoi. Et Mhm. même si je suis pas, on va dire, entièrement d'accord avec lui, mais Ouais. force est de constater que ça marche pour lui. Oui, 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 c'est ça. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles. La, Moi, c'est ça qui m'a la grande, déconstruit et reconstruit après. bien sûr, la grande leçon à apprendre, c'est moi, c'est à un moment, t'as un petit moment one-to-one avec lui Mhm. où t'amènes un mix. Ouais, et là, tu te fais Euh, fesser. ouais, 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 ouais. J'avais amené un truc dont j'étais plutôt content. Mhm. J'étais en train de bosser sur un album du groupe Archimède de Laval à ce Mhm. moment-là. Truc pop rock, tu vois. En plus, Ouais, ouais. c'est bien sa cam, je pense. Mhm. Puis j'ai un peu trop. Oh, oui, je me suis pris une claque là. Ouais. Surtout, la question qu'il m'a posée, c'est t'es content de là où t'en es? Je fais ouais, plutôt. Est-ce que pour toi le mix il est fini? Il a repris zéro. Et là, je réfléchis. On peut sûrement faire un peu mieux, ouais. Ouais. Et non, c'est pas un peu mieux. Il y avait Ouais. une marge de progression Ah, mais, totalement dingo. ouais. Et c'est ça que j'ai appris, c'est finalement quand tu commences à mixer le son que tu as dans la tête, faut pas que ça soit un but lointain. En fait, c'est là qu'il faut que tu ailles. Ouais. C'est Ouais. pas, Ouais. et tu t'arrêtes pas tant que tu y es pas, Ouais. surtout. Ouais. Et c'est super important ce que tu viens de dire parce que plus, plus on en fait, plus moi j'en fais, Mm. et plus en effet je sais que en fait on fait chacun un son. Mhm. Et tu peux aimer les prods de un tel ou pas aimer les prods de un tel, tu vois. Mais et c'est pour autant que tu sais que même si on parlait de Fred Duquesne, Ouais, moi ouais, ouais, c'est pas le son que j'aime, ouais, mais en même temps j'aurais aucune critique à faire sur le truc parce que il le fait tellement bien, ouais, tu c'est ça. vois. Mais ça peut pas dire pour autant que c'est moi le son que j'ai. Bien sûr. Et en fait, c'est là où je trouve que Mix ou Master ou ce genre de truc est super intéressant, c'est qu'en fait on apprend de ces géants avec aucune ambition de les copier, Non, parce qu'au non, non. contraire, on va chercher On nos voix, apprend sur on va soi, en chercher fait, sur hein, tu vois, exactement. ouais. Et c'est ça le plus important en fait Mhm. de tous les tutos, c'est pas de dire tiens je vais faire comme lui, c'est que je vais regarder comment il fait, Ouais. parce que moi je sais où je veux aller. Et après, tu as aussi on parle beaucoup de technique parce que là, Quiz Mmh. Masters, tu apprends de la technique, Ouais. mais finalement, là où j'ai bien aimé, il avait fait venir un groupe espagnol, tu vois, Mmh. qu'il avait enregistré. C'est, tu observes lui comment il communique avec le groupe, comment c'est l'approche toujours très positive, Ouais, très, ouais. La euh, simplicité dans l'enregistrement. ouais, ouais, Moi ouais. on l'a vu, tu vois, nous c'était un groupe de rock Mhm. et les prises guitare, il y a un 57. On me dit mais tu ne mets pas ça marche, qu'est-ce que je vais me faire chier. Ouais. Et là tu te dis bon bah d'accord, bon bah d'accord. Après, tu as tellement de marge de manœuvre en vrai au Ouais. mixage Oui, oui. que Non, puis faut pas non plus jeter les micros en vrac, hein, c'est pas ça que je dis. non, Mais je trouve que plus on avance maintenant, plus il y a de choses qu'on peut rattraper. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir moi, ce que je veux, c'est le maximum de musique. Le côté technique, ouais, je suis pas hyper attaché, en fait. ouais. Je suis vachement plus concentré sur ce que le mec joue Parce que que, sur comment ça sonne, en bah fait. oui, c'est ça qui est le plus important au C'est final. ça que les gens écoutent. Bah oui, Donc, c'est là-dessus qu'il faut parce que le son se au final, focaliser. comme on disait avec on parlait du 58, du Mmh. SM58, tu mets, bon voilà, il y a des trucs Ouais, à à- partir d'un moment, tu sais un peu ce qui marche aussi, en vrai. exactement, et Ouais, puis que tu fais pas n'importe quoi. ouais. Euh, dans le doute, vaut mieux des fois s'abstenir de faire à la prise. Ouais. Mais puis après, comme tu dis, aujourd'hui, tu as tous les outils pour attraper. Et puis, c'est la même chose dès l'instant où tu vas faire le son que toi, tu entends à la prise, Mmh. et que si tu le mixes derrière, bah, en fait, avec l'expérience, tu vas faire le son que tu as besoin pour ensuite juste mixer et faire ce que. Enfin, voilà. Je pense que tu as pas vraiment en plus, «un son» entre guillemets. Hmm. Enfin, tu vois, il y a alors il y a des trucs qui sonnent mal, des trucs qui sonnent bien Hmm. dans mais c'est pas des choses absolues, c'est par Ouais, rapport à ses c'est goûts cool. à chacun, en fait. Mais ouais, Et tu tellement d'albums qui sonnent mal et où la musique est géniale et finalement, c'est ça ce que sonne j'allais mal, dire. tu t'en fous. Exactement. Et puis des albums qui sont méga bien produits où tu t'emmerdes Et du début à la fin. voilà. Donc c'est Et pour ça que le son c'est cool, mais c'est pas c'est secondaire. en fait, c'est la réal qui est intéressante. Ouais, 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 Moi, je dis toujours, vous savez, une fois que j'ai passé le micro, après, je fais qu'appuyer sur Rec et stop, hein. Et c'est après, ça. c'est là où ça devient Mmh. intéressant. C'est la Et psychologie au moment de ce qui se passe dans mais le oui, oui, studio. parce que pour avoir été un peu derrière la vitre et devant la vitre, enfin des 2 côtés, Mmh. la position où tu es là et que tu appuies sur REC, c'est celle qui est facile, hein. Bah, bien sûr. Faut avoir vachement de bienveillance
avec les mecs qui sont de l'autre côté de la vitre. Parce que toi, tu appuies Toujours. sur Rec et Stop, mais ton boulot, c'est de les aider, Ouais, eux, à ouais. sortir le meilleur sans les torturer, quoi. Ouais, C'est vrai que ça reste ouais. quand même une belle expérience, quoi. Bon après, je pense que tu as des réals qui sont un peu sadiques ou dans Ouais. le dans le délire de faut être dans la souffrance pour que ça Ouais, sorte. ouais. Mais moi, je suis pas du tout là-dedans. En On fait, a des noms. Oui. On n'en parlera pas, mais oui. Ouais. Mais oui, mais après, voilà, c'est juste une question. Et puis, de la même manière que les artistes choisissent quelqu'un pour faire un son parce qu'ils aiment son son, ils peuvent aussi choisir la souffrance et aller travailler avec des gens qui sont pas bienveillants. Et bon, voilà, après. Moi, je me vois comme c'est con, mais comme une sage-femme, en fait. Tu vois. T'es là pour aider les gens à accoucher de leur art, en fait. Exactement. C'est Moi, le truc, c'est au studio, et c'est ça que j'aime, c'est la partie, alors il y a la petite partie technique avant, mais c'est une partie technique, donc c'est pas forcément très intéressant, hormis pour toi, dès l'instant où tu as une vision de ce que tu vas enregistrer. Ouais, puis on est un peu geek, donc c'est Oui, rigolo. voilà, mais bon, et après, voilà, comment on va faire pour que ces artistes, ces musiciens sortent le meilleur. Et donc, on a commencé parce qu'on est reparti forcément sur la technique. Oui. Mais on en parlera cet après-midi, tout à l'heure, autour d'une session Pro Tools. Mais sur la partie business pure, voilà, comment vous voyez, vous, la place d'un artiste indépendant? C'est ce que vous êtes. Ouais. Tout ce groupe, Alors, on n'est pas indépendant. Non, on peut pas dire qu'on est indépendant, vu que Guillaume est signé chez Sony. On est indépendant artistiquement, en fait. Oui, mais vous avez quand même créé. On est aidé, tu vois, par. Oui, mais vous avez quand même créé une espèce d'écosystème. C'est-à-dire que vous gérez tout. On est dans une niche, déjà. La musique jeune public. À part Disney, il n'y a pas grand monde qui fait des choses comme nous. Enfin, à cette échelle-là, on va dire. Il y avait Anne Sylvestre, après il y a eu Henri Dess. Voilà. Mais pas. On a un peu la chance d'être un peu tout seul. Ouais. C'est pour ça que ça marche. Il y a un phénomène niche qui est cool. On essaie de pas se foutre de la gueule des gens, donc ça c'est hyper important. On fait des choses qui nous plaisent à nous avant tout. On fait pas des choses pour plaire aux gens non plus. Donc enfin. Une démarche artistique. Il y a un truc sincère derrière. J'espère que les gens le ressentent derrière. Bah oui, si ça marche, c'est que les gens le ressentent. Et oui, parce que en fait, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont un peu téléguidés par les modes, par les tu vois, enfin, j'en sais rien. On n'a pas fait du reggaeton sur un titre parce que il y avait 50 000 titres qui sortaient de reggaeton, qui sortaient. D'ailleurs, on n'a jamais fait de reggaeton pour le coup. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool, mais je suis pas sûr que ça soit sincère. Je pense que Guillaume déteste ça. Ouais. Donc voilà. Le principal, c'est de se faire plaisir aussi. On se fait toujours plaisir. Ouais. Ça, c'est important. Et votre vision, donc vos albums sortent en physique, ils sont sur les plateformes. Ouais, le physique, faut être honnête, c'est quasiment mort. Ouais. C'est triste, hein, le marché de la musique maintenant. Je pense que le streaming, c'est quelque chose qui est arrivé au bon moment, parce que en fait, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était Napster, tout le monde piratait la musique. On est passé d'un truc où la musique ne vaut plus rien parce qu'elle est piratée à 100%, à la musique retrouve un peu de valeur. Je suis un peu partagé là-dessus. Ouais. Parce que je trouve quand même que la musique, elle a. Ben, on a choisi entre la suffocation et puis la noyade en brasse coulée, quoi. Enfin, je crois qu'on nous a fait choisir. Oui, non, personne, aucun artiste n'a choisi. Hein. Ça, c'est clair. Je pense que la suffocation a été le bon prétexte pour dire, voilà, il y a plus d'argent dans la musique, donc en gros, maintenant, vous allez bosser un peu gratos. Et en fait, maintenant, on le sait, c'est que la musique génère toujours beaucoup d'argent, sauf que, comme beaucoup de trucs, alors, j'ai pas le chiffre du Midem, là, enfin, Marc le Midem, non, si, il est revenu à la vie, le Midem, mais les chiffres globaux du marché de la musique, mais c'est vrai que ça remonte, mais par le live, surtout. Le live. Les supports reviennent. Les supports reviennent. Le CD remonte un peu, curieusement. Le CD, curieusement, est revenu. Le vinyle, c'est totalement lunaire, sachant que les gens qui n'ont pas de platine achètent des vinyles. Exactement. Moi, je vends des vinyles à des potes qui n'ont pas de platine. Voilà. Donc, je leur dis, tu veux pas le CD? Non, je veux le vinyle. Et il y a un effet objet. Et ce que j'ai vu pas mal de trucs sur les générations de. Même les cassettes, hein. Les musiques cassettes. Ouais. Mais oui. On m'a demandé pourquoi tu fais pas de musique cassette. J'ai fait un CD. Parce que ça sonne mal. Mais oui. Puis parce que putain, faut. Bon. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu lire aussi,
la jeune génération qui a grandi avec l'abondance des Ouais. playlists, aujourd'hui, ils veulent retrouver la rareté et d'aller découvrir ce que nous, on connaissait. Quand tu avais ton pote, Ce moment unique où on te file un disque, on t'offre un disque et tu l'écoutes religieusement sur parce une que platine tu sais pas ce que c'est, ou la tu pochette est découvres, sympa. ouais. Et ben en fait, les jeunes générations retournent vers ça. Et c'est pour ça qu'il y a, enfin, plus en plus, il y a quand même des disquaires qui reprennent un peu Mhm. du poil de la bête, Ouais. et que le marché du CD reprend parce qu'il y a cette Après, réappropriation de la musique. Je pense que ça, c'est important. faut pas se leurrer, je pense qu'on n'arrivera jamais au sommet complètement tombera fou jamais. qu'on a eu dans les Non. années 90, Non. enfin entre 90 et 2000 où Et c'était 2000, l'âge d'or 2003, de, ouais, voilà. C'était énormissime. Ouais. Et c'est vrai que pour aussi beaucoup d'artistes indépendants, notamment aux États-Unis où ils tournent plus, tu vois, d'une autre manière, bah, en fait, le support reste Mhm. le seul moyen de gagner, d'avoir les revenus, quoi. Ouais. Et quand tu regardes des gros groupes, bah, pourquoi ils ressortent aussi des vinyles, ils ressortent des CD, parce que ils ont tout intérêt à ce que ça reprenne. Après, on est dans un monde ultra capitaliste et ça s'arrange pas évidemment. Mmh. Les gros veulent devenir toujours plus gros. Et tu Mmh. regardes dans les tourneurs en fait qui vendent les groupes au festival, Mmh. ils demandent des sommes tellement incroyables Mmh. que les festivals sont tous en train de couler. Parce Mmh. qu'en même temps, les subventions publiques Descend. dégringolent Ouais. et surtout, ils se retrouvent en décalage de trésorerie. Il y a Ouais. plein de festivals qui risquent de fermer les portes cette Mmh. année. En faisant ça, en voulant beaucoup, ces grosses boîtes se tirent une balle dans le pied en Bien fait. sûr, bien sûr. Ils sont en train de tuer de tuer le business quoi. Mmh. Et toi, tu disais que vous aviez donc votre structure de tournée aussi. Ouais. Donc j'imagine que bah, c'est pareil, vous devez arriver à l'équilibre. De tourner, ça coûte de plus en plus cher. Monter une tournée, nous, ça nous coûte très cher en fait, hein, Ouais. enfin, on lésigne pas sur les moyens entre Ouais. guillemets, enfin tu Ouais, vois, le show est mortel. voilà, on met ce qu'il faut Ouais. maintenant tout le monde veut des écrans, donc on Ouais. met des écrans, créer des contenus, ça coûte cher, Mmh. enfin voilà, chez nous une création c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, enfin Oui. c'est et donc derrière faut l'amortir Voilà. sur la tournée quoi, c'est Ouais. pas évident. D'autant plus qu'on essaie de garder des prix de billets, Accessible. accessibles. Mmh. Là je crois c'était un peu cher sur Aldebert peut-être Ouais. et on a essayé la prochaine tournée, je pense qu'on va essayer de redescendre un Descendre un petit petit peu peu. de redescendre un peu les prix. Ouais. On va à contre-courant du marché, mais Ouais. Oui, mais à un moment donné, si on veut remplir les salles, il faut aussi permettre aux gens de pouvoir y aller. nous, c'est les familles qui viennent nous voir, Et c'est les familles. c'est pas un couple, Voilà, c'est ça ça. fait 4 tickets, enfin c'est Exactement. pas la Bah, même nous, on est venus histoire. à 4 et c'est vrai Ouais, que c'est pas la voilà. même histoire, quoi. Mmh. Donc, c'est important de. Et là, on se confronte aussi à un monde où les gens, tu sais, c'est le fameux le FOMO, le fear of missing out, Ouais. la peur de louper un truc, Mmh. où les gens vont préférer foutre 400 balles pour aller voir Lady Gaga dans le Carré Mmh. Or, et Mmh. puis Être dans The Place to Be, voilà, parce the que. place to be, et Ouais, ils vont faire un concert dans l'année c'est au ça. lieu d'en faire 5. Exactement. Et qui en pâtit? Bah, c'est les C'est artistes les artistes intermédiaires comme nous, intermédiaires. quoi. Voilà. Ouais. C'est et les petits et les intermédiaires, parce Ouais. que en fait, les gens ont plus de budget. Mmh. Et c'est vrai que nous, on a une belle salle, nous, dans le 95, qui est le Forum de Montréal, que Oui, vous connaissez. qu'on a poncé. Voilà, donc moi, On a je connais bien toute on a l'équipe fait toute aussi la là-bas. tournée, toutes nos tournées sont passées par là, bah, Bah ouais. l'équipe est géniale, Et ouais. Ouais. l'équipe est géniale. Et en plus, bah, c'est vrai qu'en plus, maintenant, c'est un grand forum. Mmh. Et Ils ont une très belle programmation métal accessoirement. ah oui, 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 ils ont une très belle. Bah là, je vais voir Royal Republic, là. L'héritage d'Hervé, qui était là Ouais, pendant de bah nombreuses oui, années, qui pendant de t'a connu nombreuses années. sûrement, Ah oui, oui. Et c'est vrai que bah, les Chaka Ponk sont passés par Ah, là. les Enfin, Chacals sont passés, ah au forum? mais il y a très longtemps, quand ils Ouais. étaient pas connus dans les Quand ça années. rentrait? Voilà, quand ils pouvaient rentrer au forum. Mais c'est vrai que c'est comme tu le dis, la problématique aujourd'hui, c'est que les plus gros veulent devenir toujours plus gros, et que la difficulté pour les artistes émergents Ouais. ou intermédiaires, c'est de trouver une rentabilité, parce que Oui, bien ouais, souvent, oui. c'est vos sous, Oui, c'est ouais. vous qui êtes aux premières loges. Mmh. Et c'est vrai que entre le coût du prix du billet de marché pour attirer du monde et le coût de revient, Ouais. prix de revient, on voit de plus en plus d'artistes qui disent bah ouais, Mmh. moi j'ai tourné et puis en fait j'ai paumé 5 000, enfin Ouais. 100 000, 200 000, parce que c'est la réalité, quoi. Et c'est difficile. On est sur on est sur un marché qui est vraiment, très, je pense très fragile. Mmh. Donc il faut faire attention à ce que chaque acteur doit faire attention à ce qu'il Ouais, fait et c'est pas le cas en ce moment. ouais.
Quand il est attention, c'est d'être plus responsable. Ouais, c'est ça. Je Par suis exemple, d'accord. on peut parler de l'IA, par exemple, 5 minutes, tu vois? Mmh. Je pense que tu t'es un peu amusé peut-être avec Suno Mmh. ou Udio, les Mmh. 2 outils là, phares en ce moment. Ça devient impressionnant. Mmh. Suno, là, la version 5, je m'amuse un peu avec parce que bon, c'est enfin, évidemment, c'est pas si la branche sur laquelle on est assis, je Mmh. pense, il faut C'est un outil. c'est un outil. Mais alors, Mmh. faut que ça soit un outil. Faut Oui, pas que ça soit un suppléant, tu vois? oui. Et le problème, c'est que les majors, et en fait, aujourd'hui, quand tu lis, parce que moi, je suis abonné à des, des, pas des newsletters, mais des Mmh. trucs d'information du business de la musique aux États-Unis. Ouais. Et en fait, c'est tous les jours, en fait, les seuls trucs, en fait, ça parle plus d'artistes. Non. Ça parle des accords de business de Warner, de Sony, Ouais. avec savoir combien ils vont pouvoir empocher là-dessus. Et là, il y a un moment donné, tu te dis, c'est là le problème. Le Quand tu gros disais de parler de responsabilisation. Ouais, parce que le gros scandale de tout ça, c'est que tous ces modèles en fait, d'IA, ils ont été entraînés. Ils ont entraîné sur du matériel copyright. Mmh. Alors c'est d'autant plus évident qu'une fois je m'étais amusé avec Suno, il m'a sorti un morceau de Sting en fait, à Ouais, enfin c'était la voix de Sting, c'était pas les paroles de Sting, c'était pas, ouais, avec, une belle guitare acoustique. Je ouais, disais: «Mais non, mais s'il a pas, ce truc-là, s'il a pas écouté Sting à un moment dans sa vie, c'est bah pas ouais, possible. ouais, 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 Il l'a pas inventé, donc ouais. tu vois? Alors, on sait Un qu'il truc à la invente Shape of rien. My Heart, donc Ouais. non, c'est des perroquets hyper performants, Mmh. mais après, tu peux voir aussi leur point de vue, c'est ils vont te dire: «Mais toi, tu es le résultat aussi de toute ton expérience, d'écoute». Sauf que Oui, oui, sauf que les disques, tu les as achetés à un moment, exactement, c'est pas pareil. exactement. Et qu'on a tous copié, sauf qu'il y a un moment donné, ça passe pas par le même prisme. Et on joue pas à armes égales. Moi, je peux Exact, pas produire, 500 morceaux par jour. exactement, C'est pas possible. exactement. Ça joue pas à armes égales parce que ça Ouais, génère énormément de morceaux par jour. ouais. Ils sont en train de noyer les playlists, Mmh. Spotify, 35% Deezer. aujourd'hui. Il y a 35%. Alors ça moi j'ai même entendu 40 là. Ouais. Voire, je sais pas si, Mmh. Nico, notre ancien, responsable chez Sony, bah, Mmh. je lui ai même parlé de 60 a Oh, priori. ouais. Et c'est tellement bien foutu que, Mmh. les derniers modèles là, ils sont tellement bien foutus que, on peut plus les détecter facilement. Avant, il y avait plein d'incohérences de tu regardais Ouais, le diagramme de phase de ton morceau, ouais. ça sautait Mmh. tu avais des petits surfaces qui apparaissaient Ouais. comme ça. Maintenant, c'est. Maintenant, c'est corriger tout ça, Ouais. c'est, Alors, moi, j'essaie toujours de rester positif dans le sens où je me dis, c'est comme, j'ai toujours comparé ce qui se passait, ça, ou même la partie, le rap avec l'autotune, les trucs, tu vois. ouais, C'est que il y a ce que j'appelle la McDonaldisation de la musique. ouais, C'est-à-dire que tu as des gens pour consommer McDo, et c'est bien. ouais. Tu as des gens qui consomment et McDo et qui vont se faire un vrai gastos. Et puis, tu as des gens qui font que des vrais gastos, ou tu vois, qui Ouais, veulent oui, pas oui, manger. oui. Et en fait, je pense que pour moi, les artistes indépendants ne doivent pas miser que sur les plateformes parce qu'on sait que c'est fake. Enfin, Bien comme on sûr. disait, il y a entre 40 et 60% de trucs. Si tu payes pas pour être dans une playlist, aujourd'hui, tu n'y es plus. Ouais. C'est un peu comme les radios avant, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est le même truc. Mais je pense que il y a les gens, les consommateurs, il y en a qu'on n'ont rien à cirer d'écouter, que ce soit vrai ou pas, parce que c'est de la musique d'ambiance. Ouais, Et t'en as qui veulent écouter quelque chose qui leur prend les tripes. ouais. Et je pense que là-dessus, notre métier, il est là, et d'être Ça nous oblige à retourner à quelque chose de plus authentique, tu vois? exactement. Par exemple, on évoquait tout à l'heure les bandes sur scène. Mmh. Là, sur Aldebert, on en a beaucoup, Mmh. et pas beaucoup. C'est-à-dire que notre limite, ça a toujours été, si l'ordi plante, ça continue de jouer Ouais, et c'est pas flagrant pour les gens. ouais, N'empêche qu'on a des renforts de gratte. Quand ouais. ça passe en solo, il y a une gratte qui reprend la rythmique Rythmique discretos pour pouvoir pour soutenir maintenir. tout le bazar. Voilà. Il y a peut-être des Heu, doublages de voix, parce que ça, alors pas trop, on a alors si dans les, sur des chœurs. quelques chœurs, il y a quelques Voilà, doublages de c'est ça. chœurs, des trucs, pas Ouais, intéressants à jouer, des shakers, des ouais, tambourins, ouais, voilà, ouais. on s'en fout. Ouais. N'empêche que, prochaine Mmh. tournée, on se disait avec Jérôme là, Mmh. il y aura sûrement un passage acoustique, on va revenir à des choses un peu plus authentiques, Mmh. plus jouées, plus, Ouais. j'espère que les gens ont envie de ça, en fait. Bah, c'est, si tu veux, on va pas citer de groupe, mais on sait qu'il y a des groupes, tu retires les bandes, Ah bah, ça tombe par terre, hein, ça tombe par terre. ouais. Et Voir la voilide, hein. exact, ouais, bah oui, Donc souvent, souvent. Et tu vois, bon, moi, je te racontais tout à l'heure que j'étais voir FFF au Forum de Montréal, ah bah non, c'était ça cette joue année. ça, ouais. Et là, moi, ça m'a fait, en fait, j'y allais par reculons, mais en me disant bon, Mmh. et j'ai pris une baffe parce qu'en fait, j'ai retrouvé cette sensation de concert
à l'ancienne. On parlait de Toto, du Ouais. fameux concert de Toto Mais des années 90. FFF, je suis ultra fan. J'étais allé les voir 3 fois la même année en concert en 93, tu vois, sur Ah ouais. Free for Fever, Ouais. ou oui, 93, 94 par là, ouais. Et en fait, c'est la une salle telle était baffe. prise par cette communication du groupe, Ouais. d'avoir envie d'en découdre, tu vois, de jouer à l'ancienne et tout. Et c'est vrai que quand je disais, moi, je veux rester positif, je pense que les artistes doivent forcément miser sur la valeur artistique et la sincérité de ce qu'ils ont à donner, mais aussi doivent prendre en main leur business, parce que sinon, s'ils comptent que sur Spotify, je pense qu'on va revendre peut-être, je sais pas si vous faites vous de la vente de CD, j'ai vu que vous aviez des t-shirts, beaucoup de merch. Si, on en vend au merch, on vend les CD, ouais. Voilà. Oui. Et je pense que, alors, On en vend beaucoup plus sur le merchandising du concert que les gens en achètent à la Fnac, hein, en vrai. exactement. Et je pense que c'est ça aussi une des clés. Puis là, tu l'as à 100%. Hein. Ouais. Et beaucoup d'artistes aux États-Unis font des petites tournées, mais arrivent à être autonomes. Parce qu'en fait, le principal, c'est de réussir à vivre de sa passion. Ouais. Et dès l'instant où le problème, c'est que dès l'instant où tu distilles aussi ta musique, tu les mets sur les plateformes, bah forcément, tu donnes le choix à des gens entre du gratuit ou du payant. Ils vont aller. C'est pas évident. Et puis, il y a plein de gens qui pensent que en payant un abonnement Spotify, ils rémunèrent les artistes. Ouais. Bon, alors ils rémunèrent un peu plus les artistes que s'ils écoutaient avec la pub. Ouais, mais ils rémunèrent le 20-80 des artistes. Et on sait très bien que c'est un système de poules et de. On a des. Oui, alors déjà, il y a plein d'artistes qui sont pas rémunérés. Toute la longue traîne, en fait, elle est pas rémunérée. C'est un scandale. Parce qu'on pourrait très bien faire pas un pay-per-view, mais par ear, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est pas fait. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, ou si, je sais très bien pourquoi. Oui, on sait très bien pourquoi. On parlait du capitalisme. Voilà. Voilà. Mais ça serait équitable. Et pour moi, il y a un vrai avenir à trouver dans une distribution de la musique via blockchain, quelque part. Ça n'a pas encore été fait. Il y a des petits prémices, là, je guette. C'est pas très compliqué, à mon avis, à mettre en place, mais il va y avoir beaucoup d'obstacles. Et là, en fait, dans la blockchain, tu encodes tout. Tu encodes le contrat, tu encodes la rémunération. Même chaque personne pourrait décider de mettre des choses gratuites ou à disposition. C'est une flexibilité totale, en fait. Ils avaient essayé un petit peu à un moment donné avec les fameux tokens ou quoi, mais bon, je pense que c'était un peu trop compliqué, c'était un peu trop compliqué, ça. Non, faut que ce soit un truc aussi simple que Spotify. Mais je pense que moi, l'avenir, ça doit venir par des artistes type Taylor Swift ou ça, qui ont les moyens de j'ai adoré le bras de fer qu'elle a fait, où elle a dit tu mets pas mon album dans le désordre, s'il te plaît. Bah si, je vais le faire. Bon, bah c'est pas grave, je vais pas chez toi. Au revoir. Ouais, au revoir. Ça, mais si t'es pas Taylor Swift, ça marche pas. Oui, mais elle, il y a que un artiste majeur comme ça qui a le pouvoir de dire tiens, bah je mets tant de millions parce que ils s'en foutent, et d'emmener. Après, faut être réaliste. Taylor Swift, elle a pas du tout les mêmes rétributions sur les. Je sais, elle a pas les mêmes contrats. C'est pas les mêmes contrats. C'est au moment de la signature du contrat à maison de disque. Bah, comme à l'époque, tu touchais, si t'étais pas connu, t'étais à 8% sur ton disque, puis sûrement Johnny Hallyday à la fin, il était à 20-25%, voilà, peut-être plus que ça. Et ben la rémunération streaming, tu la signes au moment où tu signes la maison de disque. C'est à ce moment-là, elle a fait son bras de fer. Voilà. Elle a retiré, et puis donc c'est vrai que c'est pas simple, mais un des points pour le coup aggravants, je trouve, c'est comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de festivals qui vont arrêter. Il y a moins en moins de petites salles. Dans les trucs un peu inquiétants, je dirais pas, je peux dire scandaleux parce que c'est dans l'ordre des choses, quelque part c'est triste, mais c'est le fait que tous les festivals, les petits se font racheter par des gros ou se font couler par les gros. Et donc, si tu regardes les programmations des festivals, c'est Live Nation, c'est la même programmation qui tourne. Exactement. Et donc les découvertes, elles sont où là-dedans? Ouais, et il y en a plus. Tu fais comment pour percer Bruce Dickinson disait ça dans une interview récemment. Il s'inquiète pour lui, pour le côté métal. Il dit nous, on pouvait jouer dans des bars, dans des cafés, dans des cafcons, des trucs comme ça. Ces lieux n'existent plus, en fait. Moi, tu te développes comment? Dans les années 90, j'allais voir des potes qui faisaient du trash, et c'était dans les MJC, parce que tu avais une petite asso qui faisait un truc. Aujourd'hui, même ça, en fait, le côté underground qu'on avait, quoi, tu vois, dans les années 90, même début 2000, il n'y a plus, quoi. Ah ouais, on se dirige vers. C'est une paupérisation des acteurs, c'est triste. Alors que c'est eux qui créent la matière première.
Et puis, voilà, t'as les géants qui t'as l'impression qu'ils essaient de s'en mettre plein les poches tant que c'est encore possible, en fait. Ouais, Quitte à scier la branche sur laquelle ils sont assis. ouais, Donc, c'est ouais, terrifiant. ouais. Mais c'est pareil, c'est des tendances longues et ça va forcément s'inverser à un moment. Et... Bah, je pense que oui, oui, et tu penses que un projet comme Aldebert a monté aujourd'hui à zéro? Maintenant, on galérerait, en fait, hein. Ah, ouais. Voilà, on a notre notoriété là, C'est une marque Aldebert. Maintenant, c'est une devenu une marque, c'est marque. ça, c'est une marque qui nous aide bien. Enfin, tu Ouais, vois. ouais. Après, on sait qu'on fait une tournée foireuse, on se fout de la gueule des gens, on y C'est va mort. avec un ukulélé et Mmh, puis des enceintes, c'est mort. c'est mort à jamais. Ouais. C'est une marque, mais que tu dois entretenir en fait Oui, par la oui, bah, qualité. Donc, ouais. C'est tout la difficulté de la marque, c'est aussi c'est de la créer et ensuite, après, c'est de la maintenir. ouais, là, la renouveler et puis Ouais. parce que nous, en plus, le truc qui est particulier, c'est que notre public, il change tous les 5 ans. Mmh, ouais. Tu vois, C'est déjà c'est depuis, en fait, si je regarde, ça fait déjà, bah, 18 20. ans. Ouais, mais que le projet Aldebert a démarré, Ah oui, c'est ça fait début 25 ans, ça fait 25 25 ans, ans, quoi. ouais, 25 Ouais, ans, 25, 26 ans. c'est incroyable. Oui, 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 oui. C'est incroyable non, mais c'est incroyable de longévité, quand même. Ouais, ouais. C'est un truc, Quand j'étais gamin, je regardais beaucoup Taratata. ouais, Et je me rappelle ce Taratata où tu as Deep Purple qui était déjà vieux quand je ouais, regardais ça avec Roger Glover mmh, qui dit au chanteur on était dans le tourbus et on se regardait en buvant une bière. mmh, Putain, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Je disais, waouh, ils font ça depuis 30 ans, c'est des dingues. Et en fait, bah, je pense que bah, voilà. hier, j'étais dans le tourbus Voilà. et je buvais une bière. Ça faisait pas 30 ans, mais ça faisait déjà Ça faisait 25. déjà 25 ans, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, Et donc, ouais, non, ça passe très très vite. ouais. C'est Pas de regret? non, aucun regret, Non, non, non. non, non. On a une équipe en or sur Ouais, scène, une équipe technique incroyable. ouais, On a, tiens, encore un petit aparté, pendant le Covid, on a eu des remplaçants, tu sais, ouais, parce qu'on a tous tombé malades. Il y a Rémi Léger qui a remplacé Jean Cyril à la basse. Donc ouais, Rémi Léger, c'est le mec que tu vois Victoire de la musique, tu vois, parce que c'est un tueur à gages à la basse. ouais. Il a pris le répertoire en 24 heures. Hein. Bon, certes, il avait son iPad sur scène, Ouais, mais mais ça bon. va. Ouais, Et donc à la fin du concert, il me dit, tu sais, quand on est musicien pro, on cherche 3 trucs en fait. On cherche les plans qui sont intéressants mmh, musicalement, les plans où la musique, non, qui sont payés correctement ouais, et où l'équipe elle est cool. ouais, Il dit franchement, vous en avez 2,5 sur 3. Il dit ouais. voilà, parce que il dit vous les cachets, c'est pas évidemment c'est pas les cachets qu'il fait Ouais, sur sur du des David grosses, Hallyday ou ouais. sur je fais oui, mais tu sais, pour les cachets, il y a un petit truc quand même, c'est que depuis le début dans le Dabber, on a toujours tous décidé ensemble qu'on était tous payés pareil, du chanteur jusqu'au mec qui pousse les caisses. Il fait non, mais ça n'existe pas ça. Ah oui, Il a fallu que j'aille lui chercher le contrat ah ouais, du soir de Guillaume pour lui dire regarde, ah ouais. je lui mets c'est à côté, tu vois, c'est pareil, c'est le même Vous chiffre. touchez la même Je fais chose. mais vous êtes des tarés en fait. Ouais. Bah oui, mais parce que vous travaillez aussi j'allais dire et en bonne intelligence et puis voilà, en côté un peu, c'est une famille. C'est ouais, C'est bien une sûr, famille ouais, de ouais, 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 ouais. et c'est important Mmh. pour ça. Ouais. Bon, on va conclure là-dessus. Oui, Christophe, je te remercie beaucoup. c'était un plaisir. À bientôt Merci. et de toute façon, on va vous parler plus de pour les geeks là après. Ouais, on va rentrer un peu On va rentrer dans le moteur. dans le moteur. On va ouvrir le capot. À plus. À plus.